Bien, bonsoir à tous. Et bonsoir Marc Lachaiseray. Merci d'être venu jusqu'à Montpellier ce soir pour nous proposer un très beau voyage. Donc vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous êtes un ancien de la rue d'Ulm, docteur S Sciences et éminent spécialiste des questions de cosmologie, de physique théorique, spécialiste des questions d'espace et de temps. Et le temps, justement, c'est ça qui va nous intéresser ce soir au plus haut point. Alors, quand on parle du temps, on se dit finalement c'est une notion assez familière. Le temps, tout le monde sait ce que c'est. Mais quand on essaye de définir le temps, là, ça devient un peu plus compliqué. Je peux faire une petite tentative. Vous m'en voulez pas. Le temps, c'est le temps, disons, se passe, c'est ce qui passe quand rien ne se passe. On pourrait dire ça. Je crois que c'est dans un texte d'Étienne Klein, dans le dictionnaire critique de Dominique Lecourt sur l'histoire et la philosophie des sciences, où Étienne Klein dit la chose suivante, il dit finalement, le temps, c'est le moyen le plus commode que la nature a trouvé pour que tout ne se passe pas en même temps. Voilà, il le reprend dans son texte. Donc on reprendra cette idée-là tout à l'heure. Bon, alors là, vous voyez que je ne vous donne pas des définitions du temps, c'est une évocation du temps et on en restera là. Alors, je suis historienne des sciences, personne n'échappe à son destin. Évidemment, quand on regarde depuis disons l'Antiquité, la question du temps chez les philosophes, la question du temps chez les scientifiques, alors le mot est malvenu, ce sont les philosophes qui s'intéressent à l'enquête sur la nature, eh bien, on va penser, de la même manière qu'on va penser la matière et l'espace, on va s'interroger sur le temps. Est-ce qu'on peut couper l'espace? Est-ce qu'on peut couper le temps? Est-ce qu'on peut couper la matière indéfiniment? Et à partir de là, il va y avoir un certain nombre de paradoxes. Ce sont des paradoxes qui sont des paradoxes très connus. Vous connaissez le paradoxe de Zénon d'Élée, par exemple, pour lequel, malheureusement, Achille, grand spécialiste de la course à pied, doit joindre un point A à un point B. Il doit successivement traverser des espaces et des intervalles et un nombre infini d'intervalles, chaque intervalle étant parcouru pendant un temps fini, un nombre infini d'intervalles. Pauvre Achille, il n'arrive jamais au point B. C'est embêtant pour un coureur de fond. Alors, la question du temps devient une question importante dans la physique, avec notamment Galilée. C'est vrai que quand Galilée travaille sur la chute des corps, le temps devient une grandeur fondamentale de la physique. Avec Newton, dont on parlait tout à l'heure, le temps devient mathématique et absolu. À l'échelle humaine, ça marche plutôt pas mal, et les résultats de la physique vont exploser, je dirais, du temps de Newton jusqu'au moins la fin du XIXe siècle. Ça marche, et ça marche bien. La fin du XIXe siècle, dans le domaine de la physique, c'est un moment de crise. Pourquoi un moment de crise? Eh bien, les fondements de la physique, la mécanique, sont bousculés tout simplement pour des problèmes d'irréversibilité. C'est-à-dire, les phénomènes naturels sont éminemment irréversibles. Ah oui, mais alors, la mécanique de Newton ne tient plus. Quels sont les fondements de la physique? Période de crise. Crise de la physique, crise des sciences, crise de la philosophie, qui va ouvrir une ère nouvelle au tournant du XIXe et du XXe siècle. Vous avez compris que je n'arrivais pas à définir le temps, trop compliqué. Par contre, il y a une chose dont je suis beaucoup plus certaine, c'est voyager dans le temps. Vous êtes d'accord avec moi que voyager dans le temps, c'est facile. C'est facile, mais pour cela, allez au cinéma et vous verrez qu'on peut faire un voyage dans le temps de manière évidente. Alors, sans aller chercher trop loin,
dans les films assez récents. Voyez par exemple ce film de Lovski, vous savez, Noémie, je crois, le prénom. Noémie Lovski propose un film qui s'appelle Camille redouble. Et son héroïne, Camille, est transportée dans le temps. Et là, elle doit reconstruire sa propre histoire dont elle connaît déjà la fin. Pensez à un autre film, je pense au dernier film, ou peut-être l'avant-dernier film de Woody Allen, Minuit à Paris. Et Woody Allen convoque des personnalités du passé de manière à ce qu'elles soient toutes présentes au même moment. C'est ainsi qu'on croise Picasso, Buñuel, Man Ray, etc., etc. Alors, évidemment, la super production de Nolan, vous avez peut-être vu Interstellar ces derniers temps, nous interpelle autrement. Woody Allen, Lovski avec Camille redouble, eh bien, c'est facile de voyager avec eux, puisque de toute façon, on va faire appel à notre imagination. Faisons le voyage avec eux. Avec Interstellar, c'est un peu différent. La situation est plus délicate. On ne fait pas appel à notre imagination, mais on nous propose une rhétorique scientifique dont on peut peut-être faire quelque chose, je ne le sais pas. Alors que Marc Lachaiseray, vous avez publié un ouvrage donc, qui s'appelle « Voyager dans le temps, la physique moderne, temporalité ». Physique moderne et temporalité, c'est publié chez Seuil en 2013. Et la question que je me pose, c'est finalement, qu'est-ce que la physique contemporaine apporte sur les voyages dans le temps? Des notions nouvelles ou pas? Au-delà de ça, la question que je me pose vraiment, c'est est-ce que, tout à coup, les physiciens seraient d'accord avec les artistes pour proposer des scénarios considérés comme improbables, étonnants, surprenants? Y aurait-il un accord désormais? Alors, je propose qu'on commence ce voyage dans le temps. À vous de nous donner quelques réponses là-dessus. Bon voyage à tous. Merci. Merci pour cette présentation qui introduit déjà une partie de ce que je vais dire, en tout cas dans la première moitié, et je répondrai donc à quelques-unes des interrogations qui ont été émises, pas à toutes, parce qu'on ne peut pas parler de tout dans une seule soirée. Bon, je constate qu'on est bien assis, donc j'ai l'habitude de parler debout, mais peut-être que, exceptionnellement, je vais rester assis. On verra. Donc, le temps, effectivement, on a du mal à définir ce que c'est, et quand on regarde les écrits de la plupart des philosophes, des physiciens, des savants, entre guillemets, on s'aperçoit qu'ils ont tous parlé soit du temps, soit de notions à caractère temporel, mais sans jamais se risquer à en donner une définition précise. Donc je ne vais pas m'y risquer non plus, mais puisque je dois en parler ce soir, je vais essayer, dans un premier temps, d'en dégager certaines caractéristiques, certaines propriétés. Et peut-être ça ne fera pas une définition, mais je crois que ça nous aidera à comprendre ce qu'on appelle le temps. Et ce dont je voudrais vous persuader, c'est que ce qu'on appelle le temps est en fait une notion assez complexe, n'est pas une notion que j'appellerais première, mais c'est une notion qui synthétise d'autres notions qui, elles, sont des notions premières. Et ces notions premières, ce sont celles de datation, de chronologie, de durée, de causalité, que bien sûr je vais définir. Et donc je vais essayer de vous montrer que ces notions que je viens de mentionner sont des choses assez directes, assez faciles à appréhender et à mesurer, et que c'est leur synthèse, leur réunion harmonieuse qui constitue ce qu'on appelle le temps. Donc ça sera un petit peu la première partie de mon exposé, décortiquer d'une certaine manière ce qu'on appelle le temps, et ceci sera valable, je pense, aussi bien pour la notion de temps qui nous est familière, que nous avons tous et que nous utilisons sans arrêt, puisque c'est ça qui nous permet, par exemple, de nous retrouver tous ensemble au même moment. Donc synthétise cette notion familière et aussi la notion du temps telle qu'elle est utilisée dans la physique.
Et puis, ce que je vais vous montrer ensuite, ce dont je vais essayer de vous convaincre, c'est que les observations du monde et les expériences sur le monde que pratiquent les physiciens, qu'ont pratiqué les physiciens, disons, depuis le 19e siècle et qu'ils continuent à pratiquer aujourd'hui, nous ont montré que, en fait, cette notion de temps, telle que donc je vais peut-être pas la définir mais la caractériser, eh bien, elle est donc incompatible avec ce qui se passe dans la nature. Autrement dit, l'observation, l'expérience nous ont montré que le temps, tel que j'essaye de le caractériser, ne peut pas exister dans la nature. Et ceci s'est manifesté comme une crise très profonde chez les physiciens, une crise essentiellement qui s'est développée au XIXe siècle. Ce n'est pas tout à fait la même crise que celle dont vous a parlé Muriel tout à l'heure à propos de l'irréversibilité. Bien entendu, elle est liée, mais c'est un autre aspect. Et cette crise a donné lieu à la naissance des théories relativistes d'Einstein, des théories de la relativité d'Albert Einstein. D'abord en 1905, théorie de la relativité restreinte, puis 10 ans plus tard, la théorie de la relativité générale. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette impossibilité d'existence du temps, dont je vais vous parler, et dont je vais essayer de vous expliquer ce que ça veut dire, ça n'est pas une conséquence de la théorie d'Einstein, ce n'est pas un postulat qu'a posé Einstein, mais en fait, Einstein a construit cette théorie de la relativité pour prendre en compte cette impossibilité d'existence du temps qui se manifestait finalement comme un phénomène de la nature. Alors, quand on regarde les choses du point de vue de l'historien des sciences, eh bien, on s'aperçoit que c'est d'une certaine manière assez curieux, puisque la physique moderne prend naissance, à mon avis, enfin on peut discuter de quand date la naissance de la physique moderne, mais j'aurais tendance à la dater XVIIe siècle avec Galilée et Newton. Et précisément, cette naissance de la physique moderne, telle qu'elle s'est développée d'une manière assez fulgurante à partir de ce moment-là, eh bien, elle coïncide avec l'introduction du temps. Avec l'introduction du temps, d'une manière relativement non formelle par Galilée, reprise ensuite par Newton d'une manière plus formelle, comme on nous l'a dit tout à l'heure, puisque ce que Newton énonce dans ses Principia, qu'il publie en 1687, et qui donc, je répète, fonde la physique, c'est l'existence d'un cadre bien précis pour la physique et d'un cadre qui se constitue de l'espace et du temps, de l'espace physique et du temps physique. Et l'espace physique et le temps physique, c'est quelque chose qui n'existait pas jusqu'à maintenant dans la physique, ou qui en tout cas n'était pas défini d'une manière précise et formelle. Donc Newton fonde cette physique moderne en énonçant qu'il y a un cadre, l'espace et le temps, et en le mathématisant, c'est-à-dire en décrivant l'espace physique par un espace géométrique, la géométrie d'Euclide, et en décrivant le temps physique par une sorte de géométrie du temps, la ligne du temps, comme on a l'habitude de cela représenter. Vous pouvez penser à un calendrier dans lequel les jours seraient tous à la queue leu-leu, ou même les minutes, les secondes. Alors en général, on représente plutôt le temps par le cadran d'une aiguille, mais vous vous rendez bien compte que l'aiguille fait des tours, des tours, des tours, et si on déroulait tout ça, ça donnerait une ligne, la ligne du temps. Et finalement, les valeurs possibles du temps chez Newton, ce sont tous les nombres que les mathématiciens appellent les nombres réels, et on sait très bien que ces nombres réels sont en correspondance avec les points de la droite. C'est pour ça que souvent on parle de la droite temporelle, où chaque point de la droite correspond à un instant du temps. Tout ça pour dire que Newton donc introduit l'espace et le temps dans la physique, et en même temps il les mathématise, il les géométrise, et c'est ça qui va permettre tout le développement et tous les succès de cette physique à partir donc du XVIIe siècle jusqu'à au moins au XXe siècle. Et comme ça a été dit aussi tout à l'heure, cette physique a rencontré succès après succès, donc c'est un monument bien fondé et qui fonctionne sans accroc, disons, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Avec, à ce moment-là, un accroc qui apparaît, et un accroc qui va se révéler très important, parce que, vous savez, il y a des accrocs qui se réparent pratiquement tout seuls, et puis il y en a d'autres, dès qu'on s'y intéresse, ils deviennent de plus en plus grands, et ça devient finalement une crise à la fin du XIXe siècle, qui a donc nécessité l'introduction d'une nouvelle physique. Et c'est un peu cette histoire que je vais vous raconter. Et puis je vous parlerai aussi donc des voyages dans le temps. Et les voyages dans le temps, on peut les considérer de plusieurs manières.
comme on vous l'a dit aussi tout à l'heure, nous voyageons tous dans le temps. C'est-à-dire que j'ai besoin de rien faire, je reste sur ce fauteuil immobile, et puis je passe d'une seconde à la seconde suivante, à la seconde suivante, et puis si j'attends assez, à la minute suivante, à l'heure suivante. Donc en faisant rien, j'ai l'impression de voyager dans le temps. Je ne voyage pas dans l'espace, je suis immobile, mais je voyage dans le temps. Donc il suffit de rien faire et je voyage dans le temps, mais avec la limitation que ce voyage m'est totalement imposé, je n'ai aucun moyen de le contrôler. C'est-à-dire, je ne peux pas avancer plus vite dans le temps, ou je ne peux pas remonter à une seconde qui est dans mon passé. Donc, nous subissons tous un voyage dans le temps, dont on a toujours l'habitude, qui nous est imposé. Et même finalement, quand on voyage, quand on fait un voyage normal finalement, eh bien par exemple, j'ai voyagé tout à l'heure de Paris à Montpellier. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Si on veut être plus précis, il faut dire que je suis parti de Paris à 16h et je suis arrivé à Montpellier à 19h. Donc, quand il y a une notion de voyage, la notion de voyage la plus habituelle, c'est pas voyager dans l'espace, c'est voyager dans l'espace et dans le temps. J'ai parcouru un certain déplacement dans l'espace, mais accompagné d'un déplacement dans le temps. Et donc tout voyage est un voyage au moins en partie temporel, spatial et temporel. Et il y a un voyage particulier qu'on appelle le repos, qui lui est purement temporel. C'est-à-dire, je reste encore une fois assis sur ce fauteuil, je subis un voyage temporel, mais pas de partie spatiale. Donc il faut se méfier des mots, parce que ce qu'on appelle voyage, c'est un voyage qui est à la fois spatial et temporel, et finalement, le voyage temporel, d'une certaine manière, c'est une banalité. Bon, bien entendu, j'arrête de jouer sur les mots, et quand on parle de voyage temporel, on veut dire autre chose. On veut dire quoi? Est-ce que, par exemple, dans un intervalle, dans une durée qui pour moi va être, par exemple, de quelques heures ou d'une journée, je peux me retrouver au 3e millénaire? Ça serait ce qu'on appellerait un voyage temporel dans le futur. Ou bien est-ce que tout d'un coup, dans ma vie, je peux me retrouver au XVIIIe siècle ou XVIIe siècle, à l'époque de Newton, pour lui expliquer combien il a eu raison d'introduire le temps dans la physique. Bon, c'est ça à quoi l'on pense lorsqu'on évoque le voyage temporel, ce voyage temporel qui est évoqué également dans les livres ou dans les films de science-fiction, comme ça a été mentionné tout à l'heure. Donc, question, est-ce que ce genre de voyage temporel est possible? Et alors, il y a une première constatation qui s'impose, qui n'est pas, si vous voulez, d'ordre physique ou d'ordre expérimental, mais d'ordre purement logique, quand on réfléchit à ce que peut être un voyage temporel vers le futur ou vers le passé, c'est que le voyage temporel ne peut exister que si le temps n'existe pas. Donc si on est dans le cadre de la physique newtonienne, si Einstein, si la crise du 19e siècle ne nous avait pas montré que le temps n'existe pas, si Einstein n'avait pas proposé une théorie qui permet de raisonner et de réfléchir sans le temps, eh bien la question serait tout de suite réglée, le voyage temporel vers le futur ou vers le passé est impossible. Bon. Mais il se trouve justement que le temps n'existant pas au niveau fondamental, si vous voulez, et même dans la pratique, d'une manière que je vais vous expliquer, le voyage dans le temps devient peut-être possible. Peut-être possible? Possible vraiment? Eh bien ça, on en discutera dans la deuxième partie de mon exposé. Mais donc, je vous ai promis de vous expliquer ce que c'est que le temps, et je commence par là. Et je commence par le fait que une sorte de certitude élémentaire, je crois que personne ne pourrait contester, c'est que chacun de nous a, d'une manière personnelle, le sentiment de l'écoulement du temps. C'est-à-dire, je crois que chacun de nous peut dire « le temps s'écoule », je vieillis, je grandis, je mûris, j'évolue, et on en est tous persuadés. Et comment on en est persuadé? Eh bien, par exemple, moi j'en suis persuadé parce que je me souviens que hier j'étais à Paris, par exemple. Et je me souviens que hier j'ai été dans une boulangerie acheter du pain, par exemple. Je me souviens que hier j'ai été à l'université pour assister à un séminaire. Donc je me souviens que j'ai vécu ça dans mon passé. Je me souviens d'événements passés que j'ai vécus. Et puis ça remonte encore plus loin. Et donc, et je me souviens aussi qu'il y a 10 ans, j'étais plus jeune, j'avais peut-être un peu plus de cheveux, etc. Donc je me souviens que j'évolue, que je vieillis, que je grandis d'une certaine manière. Donc j'ai une conscience de quelque chose que j'appelle l'écoulement du temps. Et finalement, j'ai une espèce de chronologie personnelle, j'ai une espèce d'appréhension personnelle des durées.
Et je constate aussi que cette appréhension des durées, cette sensation des durées, qui est quelque chose qui se passe dans mon esprit, dans mon âme, je ne sais pas trop analyser ça, mais qu'elle coïncide aussi avec la durée de certains phénomènes qui me sont propres, des phénomènes physiologiques. Par exemple, les battements de mon cœur, par exemple ma respiration, ma digestion, mon besoin de sommeil, mes rythmes de sommeil et de veille, et aussi par exemple la durée qu'il me faut pour lire un livre. Je sais que si je veux lire un livre de 150 pages, bon, il me faut 3 heures, et ça coïncide avec le temps que je ressens. Donc il y a un temps que je ressens, et puis un temps au moins physiologique, et je sens bien qu'il y a derrière de la chimie, de la physique, et il y a une coïncidence entre tout ça, et donc il n'y a pas de doute, à mon échelle personnelle, en ce qui me concerne personnellement, je peux parler de l'écoulement du temps. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce que le temps s'écoule pour moi que nécessairement il s'écoule pour vous, que nécessairement il s'écoule pour ce verre ou pour tel objet. Mais en tout cas, pour moi-même, j'en suis persuadé. Et puis finalement, comme je discute avec mes semblables, et je m'aperçois que pour chacun de vous c'est la même chose, on a tous ces sentiments de l'écoulement du temps. Alors effectivement, pourquoi ne pas penser que tous ces écoulements du temps qui nous sont personnels, c'est finalement l'écoulement d'un temps qui serait commun à tout le monde et qui se manifeste sur chacun de nous. Et que donc ce temps personnel qui s'écoule, ça n'est pas mon temps personnel, mais c'est la manifestation à mon égard d'un temps universel qui s'écoule pour tout le monde. Vous voyez, ça n'est pas une obligation logique de penser ça, mais c'est une possibilité rationnelle et puis, disons, relativement raisonnable. Et c'est ça que Newton a fait. Ce que Newton a fait, c'est qu'il a postulé, je dis bien c'est un postulat, c'est une hypothèse, l'existence d'un temps universel qui s'écoule pour tout le monde, pour tous les objets, dans tout l'univers. Et c'est une hypothèse très forte, il faut bien s'en rendre compte. Parce que ça veut dire que, par exemple, si je dis en ce moment il est 21h ici, dans l'hypothèse newtonienne, dans la conception newtonienne du temps universel, ça veut dire il est en ce moment 21h dans la planète Mars, sur la planète Mars, il est 21h dans la galaxie d'Andromède, il est 21h à l'autre bout de l'univers. C'est quelque chose qui est très fort finalement, et qu'on ne peut pas vérifier. Et bien entendu, qu'est-ce que ça voudrait dire de vérifier s'il est 21h ou non en ce moment dans la galaxie d'Andromède? Ça n'a pas vraiment, à première vue, de sens physique concret parce qu'on ne peut pas le vérifier. Mais Newton dit, oui, ça a un sens, peut-être qu'on ne peut pas le vérifier, mais je postule que les choses sont comme ça. Je postule l'existence d'un temps universel qui se manifeste sur tous les objets, sur tous les systèmes physiques, y compris nous-mêmes, et cette impression que nous avons du temps qui s'écoule pour nous, ça n'est encore une fois que l'impression de ce temps universel qui s'applique à nous. Et appliqué à nous, c'est ce temps que j'ai l'impression qui m'est personnel. Bon, très bien, voilà le temps universel de Newton. Ça n'est pas une définition, mais c'est quelque chose. Newton lui-même n'en a pas donné de définition, il a simplement dit il s'écoule de manière absolue, toujours égal à lui-même, toujours le même en tous les points de l'univers, universel, mais il n'en a pas donné de définition. Et donc, moi, sans vraiment en donner une définition, je vais essayer de le décortiquer en dégageant des notions qui sont liées à la notion temporelle, mais qui sont chacune un peu plus spécifiques et un peu plus précises, et ensuite à vous suggérer que ce qu'on appelle le temps, c'est la réunion de ces notions. Première notion, la notion de chronologie. La notion de chronologie, elle s'applique aux événements. Vous savez tous ce que c'est qu'un événement, c'est quelque chose qui, dans la conception normale, se produit à un endroit donné et à un instant donné. Quand le train arrive dans la gare de Montpellier, c'est un événement parce que c'est un endroit bien précis, la gare, et à une heure bien précise, 19h34. Quand je rentre dans cette salle, c'est un événement parce que l'endroit est précis, c'est l'endroit justement, la salle, et l'heure c'est 20h30. D'accord ? Ça, c'est un événement. Si une étoile explose dans l'univers quelque part, c'est un événement. Si une comète s'écrase sur la planète Jupiter, c'est un événement. Voilà des événements. Et ce que dit la datation, qui fait partie des propriétés du temps newtonien, c'est que chaque événement a une date. Bon, ça paraît évident. Chaque événement a une date, c'est quelque chose auquel on est tous habitués.
c'est pas forcé que je la connaisse, c'est même pas forcé que je puisse la connaître, parce que si une supernova explose quelque part dans l'univers, bon, je vois la supernova, je la vois en ce moment, mais je sais très bien que l'explosion s'est produite longtemps avant, parce que la lumière de l'explosion a mis du temps pour m'arriver. Donc je ne sais pas la date de l'explosion, a priori. Bon, les astronomes essayent d'inventer des tas de moyens pour reconstituer cette date, mais je suis convaincu qu'il y en a une, et Newton me dit qu'il y en a une. Qu'est-ce que c'est que la datation? Donc, c'est un processus qui associe à chaque événement une date, c'est-à-dire un nombre. À chaque événement est associé un nombre. Je le connais ou je ne le connais pas, peu importe, mais il existe. Donc, ça veut dire que si je prends deux événements maintenant dans l'univers, la supernova qui explose, la comète qui s'écrase sur Jupiter, ces deux événements ont deux dates, deux nombres, je peux comparer ces deux nombres. Et il y en a forcément, ou bien ils sont égaux, auquel cas je vais dire les événements sont simultanés, ou bien il y en a un qui est plus grand que l'autre, et je vais dire cet événement s'est déroulé avant celui-là. Autrement dit, dès qu'il y a une datation, forcément, il en résulte une chronologie. Ça veut dire que s'il y a deux événements, forcément, ou bien ils sont simultanés, ou bien il y en a un qui s'est déroulé avant l'autre. Et ça, c'est la chronologie. Ça veut dire que la datation nous permet de classer tous les événements. Et ce classement, c'est ce qu'on appelle la chronologie. Deux événements sont simultanés où l'un est antérieur ou postérieur à l'autre. Bon. Donc, datation, chronologie, c'est pratiquement la même chose. Et c'est une des propriétés du temps, à laquelle on est tous habitués. On sait que chaque fois que quelque chose arrive, un événement, il a une date. Deuxième notion, et je voudrais que vous compreniez qu'elle est différente, même si elle semble liée à la première, c'est la notion de durée. La datation, c'est quelque chose qui concerne un événement, quelque chose qui se produit à un instant donné. Les durées, ça concerne les phénomènes. Qu'est-ce que c'est qu'un phénomène? Justement, c'est quelque chose qui dure. Par exemple, ma conférence, elle commence à un certain moment, elle va finir à un autre, et elle aura une certaine durée. Autrement dit, la datation, on associe un nombre à un événement, la durée, on associe un nombre, sa durée, à un phénomène. Je peux parler de la durée de ma conférence. Je peux parler de la durée de mon voyage de Paris à Lyon. Je peux parler de la durée de la vie d'une étoile. Je peux parler de la durée de la vie d'Albert Einstein, etc. La durée, c'est quelque chose qui est associé à un phénomène. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose et ça se mesure pas de la même manière. Je sais mesurer une durée avec un chronomètre, par exemple. Mesurer une date, c'est pas évident, encore une fois. Je peux mesurer, par exemple, combien de temps il faut pour qu'une étoile vive sa vie, mais la dater, c'est pas du tout le même problème. C'est un problème complètement différent. Donc, deux notions, vous voyez, qui sont complètement différentes. Et ces notions ont un lien entre elles. Quel lien? Bon, si par exemple, je prends un phénomène comme mon voyage en train a débuté par un événement. Le train part de la gare de Lyon, il se termine par un autre événement, le train arrive en gare de Montpellier. Ces deux événements ont une date, une heure on va dire, et la durée de l'événement, c'est simplement la différence entre la date de la fin et la date du début. Vous devez vous dire que je suis en train de vous raconter des évidences, évidemment. Bon, mais le problème, c'est que c'est pas comme ça dans le monde. Donc là, c'est pour ça que je vous décortique ces propriétés du temps qui semblent des évidences, parce qu'ensuite, je vais vous dire que ces propriétés qui nous semblent des évidences ne sont pas du tout vérifiées dans le monde. Et notamment cette propriété que la durée d'un phénomène est égale à la durée de l'événement final moins la durée de l'événement initial, quelque chose qui est absolument vérifié dans la vie de tous les jours, et dans beaucoup d'expériences de physique, il faut bien le dire, celles qui ne demandent pas une trop grande précision, eh bien, cette propriété n'est pas du tout vérifiée dans la nature. Mais elle est vérifiée dans la plupart des phénomènes et elle est vraie dans la physique newtonienne avec le temps. Et donc, quand je vais dire que le temps disparaît, ça va être, par exemple, la prise en compte du fait que cette propriété n'existe pas. Je répète, cette propriété importante, la durée d'un phénomène ne dépend que de l'événement final et de l'événement initial. Ça veut dire que si vous avez deux histoires qui commencent par le même événement et qui finissent du même événement, forcément, selon cette conception, elles ont même durée, et on y est tous habitués. Si par exemple, je vais de Paris à Lyon en train et que mon collègue va aussi de Paris à Lyon, mais en avion, on
on se serre la main avant de partir. Moi, je vais prendre mon train, lui, il va prendre son avion. On se retrouve le lendemain à Lyon en se serrant la main. Eh ben, on sait qu'on a tous les deux vécu 24 heures. J'ai vécu une durée de 24 heures, il a vécu une durée de 24 heures. Ça paraît encore une fois une évidence. C'est un lien profond entre les durées et les datations. Et encore une fois, j'annonce la suite, ce lien n'est pas du tout vérifié dans la nature. Bon, j'en suis à vous décortiquer le temps. On a parlé d'une première propriété qui est datation, qui implique la chronologie. Une deuxième propriété qui est la durée. Et puis il y a une troisième propriété dont je pourrais vous parler, qui est la causalité. Mais je ne veux pas m'étendre là-dessus parce qu'on n'a pas assez de temps, assez de durée ce soir pour parler de tout. Mais en gros, ce qu'on va appeler causalité en physique newtonienne, en la physique où il y a le temps, c'est la même chose que la chronologie. Autrement dit, si un événement se déroule avant un autre, eh bien, il est la cause possible de cet événement. Et on sait très bien que si on dit que l'événement A est une des causes de l'événement B, eh bien, forcément, l'événement A s'est déroulé chronologiquement avant l'événement B. Donc, dans la physique newtonienne, c'est même pas la peine de distinguer. Chronologie et causalité, en gros, c'est la même chose. Un événement est la cause possible d'un autre s'il est chronologiquement antérieur. Encore une fois, ça paraît une évidence. Chronologie égale causalité. Pourtant, vous voyez bien que du point de vue philosophique, si on analyse les choses, c'est pas tout à fait la même chose. Il se trouve que ça coïncide, mais c'est pas tout à fait la même manière de définir chronologie et causalité. Et justement, on va s'apercevoir que cette relation, qui est même une identité, disparaît dans la physique telle qu'on peut l'observer. Donc je résume, je m'arrête là pour le temps. Propriété de datation, propriété de durée, propriété de chronologie, qui est la même que la datation, et probabilité de causalité. Et je vous ai montré les liens très étroits entre toutes ces notions. Et ce que je suggère, c'est que ce qu'on appelle le temps, c'est en fait la prise en compte simultanée de toutes ces notions, c'est-à-dire à partir de ces notions que je qualifie de notions premières, parce qu'on peut mesurer une date par coïncidence, on peut mesurer une durée par coïncidence, on peut établir un lien de causalité, on peut déterminer si deux événements sont simultanés ou antérieurs, donc c'est des choses qu'on mesure, et ce qu'on appelle le temps, c'est finalement une notion qui va synthétiser, qui va rassembler ces notions premières qui, elles, sont en harmonie les unes avec les autres. Très bien. Bon, voilà ce que Newton a introduit dans la physique. Voilà aussi ce qui correspond à notre conception habituelle du temps, qui nous permet de nous retrouver ici, qui nous permet de synchroniser nos horloges, etc., etc. Et ce dont on s'est aperçu au XIXe siècle, et qui a été confirmé au XXIe siècle, et quand je dis qu'il a été confirmé, c'est pas qu'il y a eu 4 expériences qui l'ont confirmé, c'est que c'est confirmé des milliards et des milliards de fois, chaque jour depuis un siècle, par des expériences d'astronomie, de physique spatiale, de physique des particules, etc. Il n'y a aucun doute sur ce que je vais vous dire. Ça n'est pas du tout quelque chose qui, encore une fois, dépendrait de telle ou telle théorie, c'est quelque chose qui est constaté. Eh bien, ce qu'on se constate, c'est 3 choses. Premièrement, que la notion de datation n'existe pas dans la nature et ne peut pas exister. Je vais revenir là-dessus. Donc, il est impossible d'associer une date à chaque événement de manière cohérente. Si on essaye de le faire, on arrive à des absurdités. Donc, dans la physique d'aujourd'hui, alors tout ça, bien sûr, c'est lorsqu'on demande une certaine précision. Puisque lorsqu'on ne s'intéresse pas à des mesures de très grande précision, ça marche évidemment. Mais lorsqu'on s'intéresse à des grandes précisions, je vais préciser justement ce que ça veut dire, eh bien ça ne marche absolument pas. Et finalement, le début, le fondement de la relativité, des théories de la relativité en 1905, c'est lorsque Einstein a démontré, d'une certaine manière, qu'il était impossible de définir des datations. Donc la notion de datation et la notion de chronologie n'existent pas dans la nature. Et c'est non seulement qu'elle n'existe pas, c'est qu'elle ne peut pas exister. Sinon, on arrive à des absurdités logiques. La notion de durée existe parfaitement. C'est-à-dire la durée d'un phénomène, on va appeler ça maintenant durée propre, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est parfaitement défini. C'est-à-dire que quand je vis une histoire, par exemple, ma conférence du début à la fin, ça a une durée. Mon voyage en train, ça a une durée. Un voyage en avion, ça a une durée. La vie d'une étoile, ça a une durée. Donc, tout phénomène a bien une durée.
Mais puisqu'il n'y a plus de datation et de chronologie, il n'y a plus de lien entre durée et datation. Et même, c'est beaucoup plus fort, parce que ce qu'on constate, c'est que la durée d'un phénomène ne dépend pas seulement de l'événement initial et de l'événement final. Alors ça, c'est très déroutant. C'est même sans doute ce qui est le plus déroutant dans la physique relativiste, qu'en général, on a le plus de mal à avaler quand on apprend cette théorie. Je vous l'illustre par une petite histoire qui a été inventée par le physicien français Paul Langevin, précisément pour illustrer ce que ça voulait dire. C'est ce qu'on appelle quelquefois le paradoxe des jumeaux de Langevin. Je n'aime pas ce mot de paradoxe parce que justement, il n'y a rien de paradoxal là-dedans. En fait, c'est paradoxal si on essaye de l'interpréter en utilisant la notion de temps. C'est absolument impossible. En revanche, si on a admis que la notion de temps n'existe pas, il n'y a absolument rien de paradoxal dans cette histoire. Et heureusement, parce que c'est quelque chose qui se vérifie tous les jours dans la physique, non pas avec des jumeaux de la manière dont je vais vous la raconter maintenant, mais avec des particules, avec des engins spatiaux, avec des phénomènes astronomiques. Donc l'histoire, c'est la suivante. On suppose deux jumeaux qui, par définition, naissent le même jour au même endroit, et puis qui, disons, jusqu'à l'âge de 18 ans, vivent la même histoire. Donc ils sont au même endroit et ils vivent finalement dans la même maison. Donc ils arrivent à leur anniversaire commun de 18 ans ensemble, et ils le fêtent ensemble, et ils se congratulent parce que l'un des deux va partir en voyage dans l'espace avec sa fusée très puissante. Donc ils se quittent ensemble, ils se font une dernière accolade à leur anniversaire commun de 18 ans, et puis un des jumeaux va partir dans l'espace faire un très long voyage, et puis ils vont se retrouver beaucoup plus tard. Et lorsqu'ils se retrouvent, eh bien, le jumeau qui est resté sur Terre a 60 ans, et le jumeau qui est parti dans l'espace a 30 ans. Donc ils ont chacun vécu deux histoires différentes. Ces histoires commencent au même événement, à 18 ans lorsqu'ils se disent adieu. Elles finissent toutes les deux par le même événement, lorsqu'ils s'embrassent en se retrouvant. Et pourtant, l'histoire du jumeau qui est resté sur Terre a duré 60 moins 18, donc 42 ans, et l'histoire du jumeau qui a voyagé a duré 12 ans. Un jumeau a vécu 42 ans, l'autre jumeau a vécu 12 ans, alors que leurs histoires commencent par le même événement et finissent par le même événement. Alors, ça n'a jamais été fait avec des jumeaux, cette chose-là. Pourquoi ? Non pas que ça soit impossible, mais la technologie ne nous le permet pas. Parce que pour qu'il y ait un effet de différence de durée aussi important, il faudrait voyager à des vitesses qui seraient proches de celles de la vitesse de la lumière. Or, nos fusées en sont bien loin. Et puis, si on voulait faire ça, il faudrait évidemment que la fusée accélère beaucoup. Et vous savez que l'organisme humain ne peut pas supporter des accélérations qui dépassent, disons, une petite dizaine de fois l'accélération de la pesanteur, et encore. Donc, ce voyage est impossible pour des raisons technologiques, mais pas du tout en pratique. Et on a fait cette expérience dont je vous parle avec des horloges, avec des particules élémentaires, enfin, de plusieurs manières possibles, et le résultat est sans appel. Des histoires qui ont le même événement initial et le même événement final ont des durées différentes. Donc, on a perdu cette propriété fondamentale qu'on avait avec le temps newtonien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut plus mesurer le temps. Il ne peut plus y en avoir, parce que s'il y avait un temps, selon que je le mesure à l'horloge du jumeau, par exemple, qui est resté sur Terre, ou l'autre, on aurait deux dates différentes pour l'événement final. Donc, il n'y a pas de temps possible. Et encore une fois, c'est quelque chose qui a été absolument constaté maintes et maintes fois. Alors, comment Einstein en est arrivé là ? Comment Einstein a constaté cela ? Eh bien, Einstein s'est intéressé à la notion de simultanéité. Alors là, il y a un petit raisonnement logique à comprendre, mais encore une fois, je ne fais que répéter ce que j'ai déjà dit. S'il y a une datation, ça veut dire qu'on peut comparer deux événements, ou bien leurs dates sont identiques, ou bien non. Donc, ou bien ils sont simultanés, ou bien ils ne le sont pas. C'est ou l'un ou l'autre. Maintenant, ce qu'Einstein dit, c'est, en tenant compte de la vitesse de la lumière, etc., de tout ce qu'on connaît au XIXe siècle, essayons de déterminer si deux événements sont simultanés ou non. Et les physiciens
savent très bien qu'il y a des procédures pour ça. En échangeant des signaux, enfin, il y a une procédure que justement on appelle la procédure d'Einstein, qui nous permet dans la vie courante de savoir si deux événements sont simultanés ou pas. Je ne vais pas vous la décrire, c'est un peu long, c'est un peu technique, mais elle est parfaitement au point. Et ce que montre Einstein, et ce qui a été vérifié ensuite un nombre innombrable de fois, c'est que si on considère deux événements bien précis, par exemple la supernova qui explose et la comète qui s'écrase sur Jupiter, j'applique l'expérience, le protocole, si vous voulez, expérimental, observationnel, qui me permet de répondre à la question, est-ce que les deux événements sont simultanés ou non? Je trouve comme réponse, oui, les événements sont simultanés. J'ai un collègue physicien qui fait le même protocole, qui applique le même protocole. Il va arriver à la réponse, non, les événements ne sont pas simultanés, A s'est déroulé avant B. Et puis un troisième qui va faire exactement, qui va appliquer le même protocole, il va dire, non, ils ne sont pas simultanés, B s'est déroulé avant A. Donc, nous sommes trois physiciens. Alors pour ça, il faut supposer qu'on n'est pas sur la même planète, par exemple. On effectue tous les trois la même expérience, et on arrive à trois conclusions opposées, irréconciliables. Et la seule manière logique de s'en sortir, c'est de dire la question, les deux événements sont-ils simultanés ou non, n'a aucun sens. Puisqu'on peut aussi bien y répondre oui ou non, avec autant de légitimité. Je ne peux pas dire que j'ai plus raison que mon collègue qui est sur la planète Mars, ou sur la planète, ou sur une autre planète. Donc, il n'y a pas moyen de donner une réponse à cette question. Cette question n'a pas de réponse, cette question n'a pas de sens. Et si la question de la simultanéité n'a pas de sens, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de datation. Parce que s'il y avait une datation, les deux événements auraient une date, et il suffit de les comparer pour répondre oui ou non. Donc, on s'est aperçu expérimentalement, si vous voulez, observationnellement, et c'est Einstein qui, le premier, on s'en était rendu compte avant Einstein, mais c'est Einstein qui a le premier constaté l'implication de la chose, que la datation ne peut pas exister. Il est impossible d'imaginer qu'il y ait une datation, parce que si on avait une, elle nous dirait de manière univoque, oui ou non, les deux événements sont simultanés. Or, on peut montrer que cette question ne peut pas avoir de réponse univoque. Donc la datation n'existe pas. Les durées existent, on les mesure, et on s'est bien aperçu que la durée d'un phénomène ne dépendait pas uniquement de l'instant initial et de l'événement initial et de l'événement final. Et puis troisième chose, je ne vais pas en parler en détail maintenant, mais j'en parle dans le livre si ça vous intéresse, la notion de causalité existe aussi dans la physique einsteinienne, dans la physique relativiste, mais elle est complètement dissociée du temps. Elle n'a rien à voir avec ce qui existe, qui a un rapport avec le temps, c'est-à-dire les durées. Autrement dit, dans la physique d'aujourd'hui, dans la physique relativiste, les datations et la chronologie n'existent pas, les durées existent très bien, mais elles n'ont plus cette fameuse propriété, la chronologie existe bien, mais elle n'a aucun rapport avec les durées. C'est-à-dire que parmi les notions fondatrices de la notion de temps, je vous les rappelle, datation, chronologie, durée et causalité, il y en a la moitié qui ont disparu. Les deux dernières subsistent, mais elles n'ont, premièrement, aucun lien entre elles. Je pourrais vous montrer de manière précise pourquoi elles n'ont aucun lien entre elles. Et elles n'ont pas les propriétés qu'elles ont dans la physique newtonienne. Et c'est cela qu'on veut dire lorsqu'on dit le temps n'existe pas dans la nature. Il n'y a pas, par exemple, de datation possible. Il est impossible d'associer une date à un événement. Alors, l'objection qui vient tout de suite à l'esprit dans ce cas-là, c'est comment se fait-il qu'on arrive à utiliser une notion de temps sur la Terre? Eh bien, la réponse, c'est la suivante. C'est que lorsque l'on fait des mesures temporelles, ou lorsqu'on s'intéresse à l'heure, lorsqu'on lit notre montre, lorsqu'on mesure la durée d'un exploit sportif, par exemple, ben c'est toujours avec une précision limitée. Disons que dans la vie courante, quand on a besoin d'une précision d'une seconde, c'est déjà pas mal. Dans les mesures sportives, on arrive, je crois, au dixième, quelquefois au centième de seconde. Je ne sais plus vraiment quel sens ça a, mais on arrive à ça. Pour des expériences un peu plus précises, quand on fait des chronométrages au laboratoire, on peut arriver au millième de seconde, millionième de seconde, etc. Dans les processus de la vie courante, les histoires sont bien différentes.
C'est-à-dire, je vous vois ici, je vous retrouve demain, j'aurai vécu 24 heures, vous aurez vécu 24 heures, plus une fraction de seconde. Mais cette fraction de seconde, elle est bien inférieure à la précision de nos mesures temporelles. Ça va être peut-être un milliardième de seconde, j'en sais rien. Si vous allez faire le tour du monde entre-temps et qu'on se retrouve dans un mois, ben peut-être qu'on aurait une différence qui serait de l'ordre du millionième de seconde. C'est déjà un petit peu plus. Mais évidemment, dans la vie courante, ça n'est pas mesurable. En revanche, avec une horloge, c'est mesurable. Et ça a été mesuré. C'est-à-dire, on a fait l'expérience avec des avions, des horloges atomiques dans les avions. Les deux horloges sont parfaitement synchronisées. Elles décollent, deux avions décollent dans deux sens opposés, ils font 1 ou 2 tours de la Terre, ils se retrouvent, on compare les horloges. Il y a une horloge qui a vécu pendant 24 heures et l'autre a vécu pendant 24 heures et 1 millionième de seconde, et les horloges sont assez précises pour mesurer la différence. Aujourd'hui, on a mesuré des différences bien plus infimes que ça, et donc le phénomène est un phénomène, si vous voulez, courant en physique de laboratoire quand on fait des expériences un peu précises. Donc pourquoi nous arrivons à nous accorder? Tout simplement parce que à la précision, ces effets n'apparaissent pas. Mais si l'on se donnait des rendez-vous au milliardième de seconde, ça serait très compliqué. Donc on aurait beaucoup de mal à avoir une vie sociale. Et puis tout ça, finalement, c'est dans le système solaire. Donc à l'échelle de tout ce qui se passe dans la Terre et dans le système solaire, à la précision de nos mesures, et encore davantage à la précision qu'avait Newton, tout ça marche. Donc l'hypothèse de Newton, à la précision de toute la physique jusqu'au XXe siècle, elle marche très bien. Et c'est elle qui a permis le développement de la physique. Et ce qui est curieux, c'est que justement, ce qui se passe au XXe siècle, ça repose, cette révolution relativiste, sur justement la négation de l'hypothèse de Newton, qui pourtant a été aussi fructueuse. Donc, je m'arrête ici pour cette définition du temps. Je passe au deuxième volet qui est le voyage dans le temps. Je vous ai expliqué que ce voyage dans le temps, à part le sens trivial, il n'est possible que si le temps n'existe pas, mais je viens de vous montrer que le temps, justement, n'existe pas. Donc, peut-être que le voyage temporel existe. Alors, si vous avez bien suivi tout ce que j'ai dit, vous devez déjà avoir compris que le voyage temporel dans le futur est tout à fait possible. Supposons que je veuille me retrouver, par exemple, au 30e millénaire, dans 1000 ans, sur la Terre, eh bien je pars voyager dans ma fusée très rapide et je m'arrange pour atterrir sur Terre à un moment où il sera écoulé 1000 ans sur Terre, et pour moi, il sera écoulé 30 ans. Encore une fois, on n'a pas de fusée assez rapide pour le faire. Si on en avait, il est absolument certain que c'est tout à fait possible, c'est tout à fait banal, ça ne pose aucun problème de principe. On le fait sans arrêt, évidemment pas avec des décalages de 1000 ans, mais avec des décalages de quelques fractions de seconde. Donc le voyage dans le futur, le voyage vers le futur, il n'y a aucun problème, c'est quelque chose qui est déjà dans la physique relativiste, c'est quelque chose qui est déjà tout à fait possible, qui se produit sans arrêt, mais d'une manière qu'on a du mal à déceler, ça se produit sans arrêt avec des particules, avec des engins spatiaux, mais c'est jamais que des petites différences qui se mesurent en fractions de seconde, donc qu'on arrive à déceler avec des horloges, mais qui n'ont rien de spectaculaire, et qui ne permettent pas, avec la technologie d'aujourd'hui, encore une fois, le voyage vers le futur non humain. Mais si demain on arrive à construire des fusées qui voyagent à des vitesses proches de celles de la lumière, il n'y a absolument rien d'impossible à ce que vous vous retrouviez de votre vivant en l'an 3000 sur Terre. C'est-à-dire que pour vous, ce sera écoulé, vous êtes le jumeau voyageur, pour vous s'écoule une durée de 30 ans, pour le jumeau sédentaire qui reste sur Terre, et pour la Terre elle-même, ce sera écoulé 1000 ans. Il n'y a absolument aucune impossibilité. Et j'insiste aussi sur le fait qu'il n'y a absolument aucune entorse à la logique là-dedans. Donc on peut appeler ça paradoxe si on veut, parce que ça heurte évidemment notre conception commune du temps, mais ça ne heurte pas du tout la logique. On peut explorer ça de toutes les manières. Évidemment, ça heurte l'idée qu'il existe le temps. C'est incompatible avec l'existence du temps. Mais de toute façon, l'existence du temps est incompatible avec les phénomènes de la physique. Donc le voyage dans le futur, vous avez bien compris que c'est une possibilité, c'est même une possibilité très banale, qui nous est interdite uniquement aujourd'hui pour des raisons techniques. De la même manière que si vous vouliez imaginer envoyer un homme dans la galaxie d'Andromède, il n'y a absolument aucun empêchement de principe.
il suffit d'envoyer une fusée et d'attendre assez longtemps, mais évidemment, le problème, c'est qu'on n'aura jamais assez de carburant pour mettre dans la fusée. Je ne sais pas, il faudrait toutes les ressources en énergie de la planète Terre pendant je ne sais pas combien de millénaires ou quelque chose comme ça. Donc c'est possible en principe, mais c'est impossible en pratique. Il y a des tas de choses comme ça. Bon, donc voilà, c'est acquis. Maintenant, on peut se demander, est-ce que le voyage dans le passé, vers le passé, est possible ou non ? Alors là, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus intéressant, et c'est beaucoup plus intéressant parce que on a l'impression que là, ça pourrait engendrer un paradoxe. Le voyage dans le futur, il n'y a pas de paradoxe identifiable. Le voyage dans le passé, peut-être. Ce paradoxe, si vous êtes amateur de science-fiction, vous en avez tous entendu parler, c'est ce qu'on appelle quelquefois le paradoxe du grand-père. En 2 mots, je voyage dans le passé, je me retrouve un siècle en arrière, mon grand-père vient de naître, je prends mon gros revolver, je lui tire dessus, et mon grand-père meurt. Mais si mon grand-père meurt en bas âge, il n'a jamais pu donner naissance à mon père, qui n'a jamais pu donner naissance à moi-même, donc je n'existe pas, et je n'ai pas pu tuer mon grand-père. Mais si je n'ai pas tué mon grand-père, il existe. Donc mon père a pu naître également, et moi-même aussi. Et si j'existe, j'ai pu aller le tuer. Bon, bref, vous avez compris qu'il y a apparemment un paradoxe. Donc c'est très intéressant, si vous voulez, d'un point de vue philosophique, de se demander si le voyage vers le passé est possible ou non, parce que si jamais il s'avérait possible, ça devrait secouer pas mal la logique. Et on devrait se poser des questions. Alors, ce paradoxe, lui, il est indépendant de l'existence du temps ou pas. Pour le moment, je peux exprimer totalement cette notion de voyage vers le passé, telle qu'on la rencontre dans les récits de science-fiction, sans employer le mot temps, uniquement en parlant de la chronologie de la Terre, des durées sur Terre, etc. Donc, dans une physique où le temps n'existe pas, on peut, en tout cas, dans une première approche, imaginer le voyage vers le passé. Bon, maintenant, on a une théorie physique précise, qui est la théorie de la relativité. Est-ce que on peut, dans le cadre de cette théorie physique précise, qui nous dit donc que le temps n'existe pas, mais qu'il existe quelque chose qui s'appelle l'espace-temps, je ne veux pas rentrer dans les détails ce soir, mais en tout cas, on peut formaliser la notion de voyage temporel vers le passé. Sans le temps, encore une fois, mais tout à fait dans le sens que je viens d'évoquer et qui correspondrait à ce qu'on voit dans les bouquins de science-fiction. On peut l'évoquer et on peut se demander, est-ce que c'est possible ou pas ? Bon, la réponse, apparemment, c'est oui. Et on le sait depuis les années 1930, depuis qu'un grand physicien, logicien qui s'appelle Kurt Gödel a montré certaines solutions de la relativité générale qui se présentent sous forme de ce qu'on appelle un espace-temps. Et ces solutions, maintenant, on les appelle l'espace-temps de Gödel. Et des solutions dans lesquelles le voyage dans le passé est possible. Ce qui veut dire que un certain objet physique peut très bien, dans le cadre de ces solutions, remonter d'une certaine manière dans le passé et se retrouver à côté de sa version plus jeune de 10 ans, de 20 ans, de 100 ans, de 1000 ans, enfin j'en sais rien. Bon, ce qu'on veut a priori. Donc, au moins, selon les principes de la théorie, c'est possible. Et encore une fois, ça n'est possible que parce que le temps n'existe pas. Alors, c'est possible en principe, est-ce que c'est possible en pratique ? C'est-à-dire, est-ce que cette solution, disons, cette solution formelle de la théorie qu'a trouvée Gödel peut être une solution possible, disons, physiquement ? Alors, la première chose, c'est que depuis Gödel, on a trouvé d'autres solutions qui permettent le voyage dans le temps. Il y en a de plusieurs manières. Il y en a une dont vous avez peut-être entendu parler davantage, c'est ce qui utilise des trous de verre. Les trous de verre qui sont des configurations de l'espace-temps assez bizarres, assez spéciales, mais qui, selon la théorie, ne sont pas interdites. Et certaines de ces configurations pourraient permettre un voyage temporel de la manière que je viens d'évoquer. Bon, encore une fois, donc, il y a toute une panoplie de solutions possibles de la théorie qui permettrait le voyage temporel. Première question, c'est toujours la même question, mais est-ce que ces solutions possibles en principe sont possibles en pratique ? Et puis deuxième question,
je vais les prendre l'une après l'autre. Est-ce que si quelque chose comme ça se produit, ça engendre des paradoxes logiques, ça engendre des entorses à la logique? Auquel cas, il faudra s'inquiéter. Alors, première question, est-ce que c'est possible? Eh bien, les avis sont divisés. Chez les physiciens, il y a à peu près toutes les positions. Il y a des gens qui pensent non, c'est impossible. Un exemple, c'est Stephen Hawking. Stephen Hawking qui a dit, pour le moment, ce sont des solutions qui semblent possibles en relativité générale. Rien ne les interdit. Moi, Hawking, je vais faire une conjecture qu'on appelle la conjecture de protection chronologique. Et cette conjecture dit, il existe des lois physiques que nous n'avons pas encore découvertes, mais qui disent que ce genre de choses est impossible. Donc, c'est une conjecture, elle n'est pas démontrée, et donc, la position de Hawking, c'est de dire, il doit y avoir des lois physiques, on ne les a pas encore trouvées, mais on les trouvera peut-être un jour, qui nous disent que c'est impossible dans la pratique. Donc, ce n'est pas vraiment la peine de s'en occuper. Mais le même Hawking dit en même temps, oui, mais finalement, même si c'est impossible, ça peut être intéressant de les examiner parce que ça nous permet de réfléchir sur la nature de l'espace-temps et tout. Donc, vous voyez, un petit peu un double langage, mais il a raison, c'est intéressant. Et il y a d'autres physiciens qui disent, non, finalement, puisqu'on n'a encore trouvé aucune loi, eh bien, on peut partir du principe que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Hein. C'est une manière de voir la vie qui est finalement assez sympathique. Donc, examinons ces solutions, examinons plus en détail. Le problème, c'est que ça fait intervenir des problèmes, des questions de physique qui sont très très difficiles et que donc tous ceux qui travaillent encore sur ces questions, personne n'est arrivé à une conclusion définitive. C'est-à-dire qu'il y a des théorèmes qui disent ça ne marche pas dans certaines circonstances, ça pourrait marcher dans d'autres, mais il n'y a pas de conclusion définitive. Donc, si vous voulez, dans la théorie de la relativité, il y a en principe des situations, je vous dis tout de suite, c'est des situations très très bizarres, très très exotiques, mais qui pourraient permettre le voyage dans le temps. Et sur la question de savoir si ces solutions, finalement, sont réalistes ou non réalistes, eh bien, les avis sont partagés. Il n'y a pas de conclusion définitive. Donc, examinons la chose, puisqu'elle n'est pas encore démontrée impossible, dans une certaine mesure, elle est possible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si je vais dans le passé et que je tue mon grand-père, il y a un paradoxe logique. Ah, bon, c'est compliqué. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est, eh bien, si je vais dans le passé, il y a quelque chose qui va m'empêcher de tuer mon grand-père. Il y a quelque chose qui va m'empêcher de tuer mon grand-père. Peut-être, après tout, parce que la situation est tellement compliquée qu'on a du mal à formuler exactement ce qui se passe, et peut-être que dans les lois qu'on n'a pas découvertes, dans les contraintes qui vont résulter de cette configuration bizarre de l'espace-temps, il y a quelque chose qui va m'empêcher de tuer mon grand-père. Ah oui, mais alors, nous disent les philosophes, ça pose le problème du libre arbitre. Parce que si je suis là en face de mon grand-père, j'ai le revolver, si quelque chose m'empêche de le tuer, ça veut dire que je n'ai pas mon libre arbitre. Ça pose un problème qui dépasse apparemment le cadre de la physique. Alors les physiciens qui travaillent là-dessus en sont bien conscients. Ils ont dit le problème du libre arbitre, c'est un problème dont les philosophes discutent depuis des millénaires et ils ne l'ont pas résolu. C'est pas nous, peut-être physiciens, qui allons le résoudre. Et l'astuce a été trouvée par un physicien russe qui s'appelle Igor Novikov. Et il a réussi à reformuler le problème en faisant abstraction du libre arbitre. Et qu'est-ce qu'il a imaginé? Il a imaginé une situation où le voyage dans le temps est possible. Imaginons par exemple un trou de verre, et on peut imaginer le trou de verre, un petit peu de manière descriptive, comme une sorte de tunnel qui mènerait vers le passé. Et on imagine des boules de billard. Donc on imagine une boule de billard qui va prendre ce tunnel temporel, qui la ramène vers le passé, et qui va revenir dans le passé sur la même table de billard, et qui va se heurter elle-même. Et on va imaginer qu'elle se heurte elle-même, et que le choc va empêcher la boule qui était sur le point de rentrer dans le tunnel, de rentrer dans le tunnel. Donc elle ne rentre pas dans le tunnel. Mais si elle ne rentre pas dans le tunnel, elle ne revient pas dans le passé, se heurter elle-même. Mais si elle ne se heurte pas elle-même, elle peut rentrer dans le tunnel. Vous voyez, c'est une certaine forme du paradoxe du grand-père qui est posé dans des termes physiques, mais qui va
évacuer les problèmes de libre arbitre, etc. Parce qu'une boule de billard, jusqu'à nouvel ordre, n'a pas de libre arbitre. Donc ne se pose pas à elle des problèmes de conscience, de volonté, de libre arbitre précisément. Donc Novikov s'est intéressé à ce problème. Et il a essayé d'imaginer une configuration les équations de la relativité générale, de faire ce problème proprement. Et il s'est aperçu d'une chose rassurante, c'est que si effectivement la boule prend le tunnel et qu'elle revient dans le passé et qu'elle se heurte elle-même, eh bien quand on fait les calculs, c'est précisément le choc qui va envoyer la boule dans le tunnel et non pas qui l'écarte du tunnel. Donc tout va bien. Tout va bien, on appelle ça finalement le principe de consistance. C'est-à-dire que quand il y a voyage temporel, dans les situations qu'on arrive à peu près à analyser, tout se passe de manière cohérente, tout se passe de manière consistante. On appelle ça le principe de cohérence ou le principe de consistance. On utilise les deux appellations. Et finalement, c'est rassurant. Mais ça ne veut dire qu'une chose, finalement. Ça veut dire que tout ce qui serait finalement non logique ne peut pas être une solution de la physique. Ça veut dire, finalement, la physique repose sur des bases logiques cohérentes. Ouf, on est rassuré, mais c'était peut-être pas la peine d'ailleurs de le poser comme un principe spécial. Mais disons, Novikov était tellement content d'avoir démontré ça qu'il l'a illustré comme un principe qu'on énonce de manière spécifique. Très bien, principe de cohérence qui nous rassure. S'il y a un voyage temporel, peut-être que c'est possible, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas violation de la logique. Mais, bon, si c'est moi qui fais le voyage temporel, ça veut dire qu'il doit y avoir quelque chose. Le principe cohérence dit que, quoi qu'il arrive, je ne pourrai pas tuer mon grand-père. Il y a quelque chose qui m'en empêche. Qu'est-ce qui m'en empêche? Bon, on peut imaginer des tas de choses. Personnellement, j'ai proposé une conjecture qui n'est pas du tout aussi forte que celle de Hawking, mais qui est un petit peu plus douce, un petit peu plus modérée, et qui est la suivante, qui est que le voyage temporel, de la manière que je viens d'évoquer, est possible pour des systèmes physiques qui sont très peu complexes. Par exemple, une particule élémentaire, peut-être un atome, peut-être une molécule, mais impossible pour un système suffisamment organisé. Bon, c'est pas du tout une conjecture en l'air, ça repose sur des bases physiques assez précises, il y a des raisons assez précises qui pourraient justifier cette conjecture, que je n'ai pas démontrée, c'est une simple conjecture. Et notamment, ça veut dire que n'importe quel système physique qui serait suffisamment complexe pour pouvoir avoir une mémoire ou une conscience serait dans l'impossibilité de suivre un tel voyage temporel. En particulier un être humain, en particulier un être conscient muni de volonté. Donc le problème du libre arbitre dans ce cas-là ne se pose pas. Il est tout à fait possible qu'une molécule, peut-être une boule de billard, encore qu'une boule de billard est quand même un système assez complexe, accomplisse un tel voyage, mais un objet suffisamment organisé, non. Bon. Ça, c'est une réponse possible, mais je n'ai émis qu'une conjecture qui n'est pas démontrée, qui n'est peut-être pas démontrable et que certains vont peut-être vouloir refuser encore. Ils vont dire oui, bon, elle n'est pas démontrée, donc on veut quand même examiner. Bon, dans ce cas-là, il faut se rendre à l'évidence. Si on peut voyager dans le passé, c'est-à-dire si ma conjecture est fausse, un être humain peut voyager dans le passé, dans des circonstances assez bizarres. Il peut se retrouver face à son grand-père et quoi qu'il fasse, il ne peut pas le tuer. Il y a quelque chose qui va l'en empêcher. Quoi? Bon, quoi, je n'en sais rien. Mais quelque chose va l'en empêcher. Donc, à ce moment-là, on peut se dire, il y a une atteinte à notre libre arbitre. Et donc, en écrivant ce livre, je me suis trouvé devant cette question. S'il y a un voyage temporel, il semblerait que ça viole notre libre arbitre. Alors, j'ai été en discuter avec des philosophes. Et les philosophes m'ont tous répondu, oui, mais on sait très bien que le libre arbitre, ça n'existe pas. C'est une illusion. C'est-à-dire, on a l'illusion de faire ce qu'on veut, on a l'illusion de prendre des décisions qui ne dépendent de rien d'autre, mais en fait, la décision que je vais prendre, la décision que je prends de continuer à parler encore 5 minutes ou 10 minutes, je crois la prendre moi-même, je crois décider. Mais en fait, ça dépend
de l'état de mes neurones, de l'état de mon cerveau, de l'état de mes pensées, de l'état de la salle, de tout un ensemble de phénomènes que je ne contrôle pas. Et la décision que je crois prendre est en fait une conséquence complètement déterminée de tout ce qui se passe en ce moment dans mon cerveau. C'est-à-dire, quoi que je décide, c'est pas moi vraiment qui vais le décider, c'est quelque chose qui est complètement déterminé. Sauf que j'ai l'impression, j'ai l'illusion, diraient certains philosophes, de le décider, donc tout va bien. Et ce que j'appelle le libre arbitre, c'est cette illusion que j'ai de décider les choses. Bon, évidemment, je ne vais pas vous faire un cours ou une conférence philosophique sur la notion de libre arbitre, je ne suis pas philosophe et je sais que les philosophes ont des avis partagés là-dessus. Et c'est pour vous dire que si jamais le voyage dans le temps existe, le seul problème qu'à mon avis ça puisse poser, ça ne heurte absolument pas la logique, il n'y a là aucun paradoxe identifié. Le seul problème que ça peut poser, c'est effectivement la remise en cause de notre libre arbitre. Mais là, je me décharge du problème, je le transmets à mes amis et collègues philosophes, à eux de voir. Mais de toute façon, ils m'ont convaincu que, voyage temporel ou pas, que finalement, que peut-être que le déterminisme de la physique ordinaire, sans parler de voyage dans le temps, est déjà une limitation très forte à notre notion de libre arbitre. C'est-à-dire qu'on croit prendre des décisions, mais peut-être qu'on ne les prend pas vraiment, qu'elles sont totalement déterminées par l'état de notre esprit, disons, à un instant donné. Et les philosophes qui ont beaucoup déjà discuté de ces choses-là disent que ce n'est pas du tout contradictoire. On peut très bien définir le libre arbitre, finalement, non pas comme la faculté de prendre une décision librement, mais tout simplement comme l'impression que nous avons de prendre librement nos décisions. Bon, j'arrête là ce débat, et puis je vais même arrêter là ma conférence de ce soir, parce que je crois que j'en ai assez dit. Merci. Eh bien, merci beaucoup, vraiment, pour ce voyage immobile. Il l'était. J'oserais pas dire qu'il a été temporel, alors peut-être un voyage dans la durée, certainement. Dans l'espace-temps. Dans l'espace-temps, et surtout un voyage dans l'imagination, parce que je pense que ça a télescopé pas mal de nos idées, reçues peut-être, de ce que l'on vit quotidiennement, parce que la physique s'est construite quand même sur le bon sens commun. Il a bien fallu commencer par quelque chose, et je pense qu'à un moment donné, toutes ces notions nous échappent, et finalement tant mieux, puisqu'elles semblent disparaître les unes et les autres. Alors moi j'avais peut-être, avant de lancer le débat, je m'autorise une question, parce qu'en vous écoutant, il y en a une vraiment qui m'a vraiment interpellée. C'est la question, finalement, le voyage dans le temps, d'accord, le temps disparaît, d'accord, on garde la notion de durée, plus celle de chronologie. Alors la question qui me semble à réinterroger peut-être, c'est qu'est-ce que ça veut dire le passé et qu'est-ce que ça veut dire le futur ? Très bonne question. Alors, la chronologie n'existe plus. Donc la notion de présent, passé, futur, finalement, au mieux, elle est modifiée. Et d'une certaine manière, elle va être complètement modifiée. Je vous ai dit que dans la physique newtonienne, il y avait une chronologie, et ce qu'on appelle habituellement passé, présent, futur, on pourrait dire c'est passé chronologique, présent chronologique, futur chronologique. Autrement dit, ce qu'on va appeler le présent, par exemple, c'est l'ensemble de tous les événements qui se produisent en même temps que je parle. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment sur la planète Mars, mais je peux me poser la question, il se passe un événement sur la planète Mars, il se passe en ce moment un événement dans la galaxie d'Andromède, et ça, c'est le présent. C'est l'ensemble de tous ces événements, ça va jusqu'au bout de l'univers, comme je vous le disais tout à l'heure. Et le passé, c'est tout ce qu'il y a eu avant chronologiquement, et le futur aussi. Et causalement, c'est la même chose. Eh bien, en relativité, c'est complètement différent. La notion de présent n'existe pas. Parce que si je voulais dire tel événement est présent, ça veut dire cet événement est simultané à ce qui se passe ici. Autrement dit, je pourrais me poser la question, qu'est-ce qui se passe au moment présent sur la planète Mars ? Ça n'a aucun sens. Parce que si je parle d'un événement, par exemple, j'ai un copain sur la planète Mars qui est en train d'appuyer sur un bouton, eh bien, pour moi, par exemple, c'est simultané avec le moment dont je parle, mais pour lui, ça ne l'est pas.
Donc la notion de simultané, moi je vais croire qu'il est dans mon présent, mais lui va penser que je ne suis pas dans son présent. Donc il n'y a pas moyen de s'entendre sur la notion de présent. Alors il y a en revanche ce qu'on peut appeler, non pas, il n'y a pas de présent, mais non pas de passé chronologique non plus, mais un passé causal. Et finalement, je vous ai dit tout à l'heure que même en relativité, il y avait une notion de causalité qui était bien définie. Ça veut dire qu'il existe tout un ensemble d'événements qui ont pu m'influencer, qui ont pu avoir une relation causale avec moi, et l'ensemble de ces événements, je vais l'appeler mon passé causal. Je donne un exemple. Vous savez que le Soleil est situé assez loin de nous, et que quand le Soleil envoie de la lumière, eh bien, ça met 8 minutes pour nous parvenir. Donc, supposons qu'on arrive à définir un présent, et qu'on se dit, voilà, il se passe quelque chose en ce moment sur le Soleil. Par exemple, il y a une grosse explosion solaire en ce moment. Bon, j'ai aucun moyen de le savoir au moment où je vous parle, parce que l'information qui vient du Soleil, elle ne va m'arriver que dans 8 minutes. Donc ce qui se passe en ce moment sur le Soleil, cette explosion, elle n'est pas dans mon passé causal, parce qu'elle ne peut pas m'influencer. Mais dans 1 minute, elle ne sera toujours pas dans mon passé. Dans 2 minutes, elle ne sera toujours pas dans mon passé causal. Dans 8 minutes, oui, elle atteindra mon passé causal, parce que l'information m'en sera arrivée, et ça pourrait être la cause de quelque chose que j'accomplis. Par exemple, je pourrais en parler, puisque je serais au courant que cette explosion a eu lieu. Autrement dit, l'événement qu'on pourrait imaginer, une explosion solaire en ce moment, n'est pas dans mon passé en ce moment, mais n'est pas dans mon passé 1 minute plus loin, ni 2 minutes, mais 8 minutes. Donc, vous voyez, ça n'est ni dans mon passé, ni dans mon futur, et ni dans mon présent, parce qu'il n'y a pas de présent. Donc, vous voyez que la notion de passé, présent, futur, ça n'a plus de sens chronologique dans la physique relativiste. Il n'y a pas de passé chronologique. Bon. Mais il existe en revanche un passé causal et un futur causal. Pas de présent causal. Alors, quand on a 2 événements, rappelez-vous quand on était dans la physique newtonienne, 2 événements, ou bien ils sont simultanés ou non. Et s'ils ne sont pas simultanés, il y en a forcément un qui précède l'autre, chronologiquement. En physique relativiste, c'est différent. Quand on a 2 événements, la notion de simultanéité n'a aucun sens. Il est possible que l'un soit dans le passé causal de l'autre. Il est possible qu'il soit dans son futur causal. Mais il y a une 3e possibilité qui est qu'ils n'ont entre eux aucune relation causale. Si par exemple il y a une explosion sur le Soleil en ce moment, ça n'a aucune relation causale avec moi. Parce que l'explosion qui a lieu sur le Soleil en ce moment ne peut pas influencer ce que je dis. Je ne peux pas être au courant. Rien n'a pu m'arriver de cette explosion. Et réciproquement, je ne peux pas non plus, parce que je dis, parce que je suis en train de dire en ce moment, ou faire, influencer l'explosion. Les 2 événements sont causalement disconnectés. Et voyez que cette structure causale des événements dans la théorie relativiste est complètement différente de toute structure chronologique. Bon, je suis bien conscient que c'est un petit peu technique, un petit peu compliqué, mais je crois que si on réfléchit un petit peu calmement, si on regarde les dessins, par exemple, comme il y a dans le bouquin, on arrive à se convaincre assez facilement de ce que représente cette structure causale. Puis on va prendre une première question. Enfin, quand même, j'attire votre attention sur le fait que le voyage dans le futur causal est possible. Hein, un joli titre de film aussi. Tout à fait d'accord. Bonsoir. Si je comprends bien, d'après ce que vous avez démontré à propos des temps, la conception des temps telle qu'on connaît aujourd'hui et depuis toujours est incompatible avec la nature et le cosmos. Ma question est, est-ce que cette conception des temps n'est pas due à Aristote qui nous a légué une logique, c'est-à-dire une logique d'un corps solide? Ne faut-il pas prendre en compte l'intuition pour donner une vraie définition des temps? Alors, bon, vous avez compris que ce n'est pas ma préoccupation vraiment de donner une définition du temps.
parce que c'est quelque chose qui pour moi est un peu périmé. Néanmoins, puisque la physique newtonienne fonctionne si bien, je pense que c'est intéressant d'analyser la conception du temps qui lui est consubstantielle. Alors en ce qui concerne Aristote, je crois qu'Aristote définissait le temps comme le nombre du mouvement, selon l'avant et l'après. Donc ça veut dire que finalement, Aristote lie la notion de temps à la notion de mouvement, ce qui est assez naturel et qu'on retrouve de manière assez fréquente. Mais finalement, tout à l'heure, vous avez cité la phrase de Gödel qui dit le temps, c'est ce qui se passe quand il ne se passe rien. Non, c'était pas cette phrase-là, c'était une autre. Mais que la nature a inventé. Oui, alors c'est Gödel qui était logicien disait donc le temps, c'est ce que la nature a inventé pour que deux choses contradictoires puissent arriver. Non pas évidemment simultanément, mais puissent arriver toutes les deux. Bon, mais c'était pas cette phrase que je voulais citer, c'était plutôt le temps, c'est ce qui passe quand il ne se passe rien. Je sais plus qui est l'auteur de cette phrase, mais bon, je sais plus. C'est 17e ou 18e siècle, peu importe. Mais vous voyez que c'est contradictoire avec la conception aristotélicienne, parce que aristotélicienne, finalement, ça implique, pour qu'il y ait du temps, il faut qu'il y ait du mouvement. Et le temps, c'est ce qui va être mesuré par un mouvement. Si on dit au contraire, le temps, c'est ce qui passe quand il ne se passe rien, il n'y a pas de mouvement, le temps continue à s'écouler. Donc, je crois que le temps newtonien, c'est plutôt la deuxième phrase. Et pour moi, justement, Newton, c'est une rupture avec l'aristotélisme. Alors, c'est une rupture certainement sur beaucoup de plans, mais je crois en particulier sur ce plan-là. Mais puisque vous êtes historien des sciences, vous pouvez peut-être répondre de manière plus précise que moi. Mais il y a, si vous voulez, on retrouve dans la physique newtonienne certains éléments de l'aristotélisme, mais pas tous, et en particulier pas celui-là. Et sur d'autres points, c'est assez curieux, parce que finalement, la physique einsteinienne ressemble sur certains points davantage à ce que disait Aristote que la physique newtonienne. Mais ça nous entraînerait peut-être un petit peu loin de répondre à tout ça. Oui, enfin sur la question de temps, je ne sais pas si je peux vraiment ajouter quelque chose, mais effectivement, chez Aristote, le temps est vraiment intrinsèquement pensé comme étant associé au mouvement, sinon ça n'a pas de sens. J'aurais presque tendance à dire que c'est encore un peu la même chose chez Galilée, qui va penser la loi de la chute des corps et qui va avoir besoin d'une variable fondamentale selon un principe de simplicité pour lequel on va pouvoir penser cette loi de la chute des corps. Il aurait pu imaginer autre chose. Et c'est un peu étonnant dans le contexte de la période qu'il ait fait ce choix. Après, la rupture est vraiment opérée effectivement avec Newton. On est là dans un cadre théorique qui est vraiment davantage formalisé, mathématique, pour lequel le temps est absolu. Il est absolu et mathématique. Donc on va pouvoir le penser indépendamment du reste, ce qui n'était pas vraiment le cas chez Galilée. Donc moi là je verrais davantage un lien, même s'il y a des ruptures entre Aristote et Galilée, mais vraiment quelque chose de nouveau dans cette physique newtonienne. Oui, bonsoir. Alors, je me posais la question, en fait, de savoir si... Alors, ça sort peut-être un peu du cadre purement de la physique, mais quand vous dites que le temps n'existe pas, j'ai pas trop compris, en fait. Est-ce que c'est la façon de considérer le temps qui est à remettre en question, ou alors est-ce que c'est l'existence du temps et des niveaux temporels en fait qui n'existent pas. J'ai pas bien compris. Oui, je pense que le temps vraiment n'existe pas. C'est-à-dire ce que j'ai essayé dans la première partie, c'est de définir, même si le mot est un peu fort et inapproprié, de définir ce que c'est que le temps. Et dans la deuxième partie, de montrer que ça ne peut pas exister dans la physique. Et c'est finalement le chemin historique d'Einstein. C'est-à-dire si on veut affirmer que quelque chose n'existe pas, il faut avoir défini ce quelque chose, ou au moins défini certaines de ses caractéristiques. Par exemple, si je veux vous dire les fantômes n'existent pas, si je veux vous dire les fantômes n'existent pas, il faut qu'on sache, qu'on soit à peu près d'accord sur ce que c'est qu'un fantôme. Alors, un fantôme, je ne sais pas le définir, mais je peux vous dire, voilà, c'est blanc, ça se déplace, ça traverse les murs, ça ne touche pas le sol. Et donc, si je vous dis,
il ne peut pas exister quelque chose qui traverse les murs et qui ne traverse pas le sol, ça veut dire les fantômes n'existent pas. Donc là, je suis en train de vous définir le temps. Le temps, c'est quelque chose qui a des propriétés de datation, de durée, de chronologie, etc. Et si je m'aperçois que dans le monde, ces propriétés n'existent pas, j'en déduis que le temps n'existe pas. Donc, pour qu'on soit d'accord sur le fait que le temps n'existe pas, il faut qu'on soit un peu d'accord sur le fait que sur ce que c'est que le temps. Alors par exemple, j'ai discuté avec certains philosophes que je qualifierais de sophistes. Bon, ils ne sont pas là, donc ils ne m'entendent pas. Mais par exemple, il y a des philosophes qui disent « Ah mais oui, vous avez la causalité, vous avez un passé causal, un futur causal, donc vous avez le temps. » Autrement dit, ce qu'ils disent, c'est « Ah ben s'il y a de la causalité, il y a du temps. » Bon, mais moi je me bats contre cette confusion, parce que justement, vous avez aujourd'hui toute une communauté de physiciens, théoriciens, qui se penchent sur le problème de savoir, lorsqu'on a une théorie physique où il y a de la causalité, quelles sont les conditions pour qu'il y ait aussi du temps. Et c'est un problème très bien posé, très technique, très difficile, avec des tas de réponses possibles. Donc, si vous dites, dès qu'il y a de la causalité, il y a du temps, vous confondez tout. C'est vrai, il n'y a plus de problème, mais il n'y a plus de débat non plus. Enfin, il n'y a plus rien à dire et il n'y a plus de théorie philosophique. Donc, si vous voulez, moi, ce que je dis, c'est que si on veut se poser la question, le temps existe ou le temps n'existe pas, il faut avoir effectivement une notion de ce que c'est que le temps. D'où toute ma première partie où j'essaye de montrer certaines propriétés que l'on attribue au temps. Et donc si ces propriétés n'existent pas, le temps n'existe pas. Donc vraiment, ce n'est pas un problème de notre définition du temps, à moins que vous ne soyez pas d'accord avec ce que j'ai dit dans la première partie, mais c'est vraiment la physique, l'observation, l'expérience nous montrent que le temps, tel que je le conçois, ne peut pas exister. D'accord, merci. Merci. Bonsoir. Ma question concerne l'apparent paradoxe qui nous saisit tous, plus ou moins, entre le temps examiné par les physiciens et le temps que l'homme de la rue éprouve. Je m'explique. En reprenant des éléments que vous avez évoqués, à savoir des distances au niveau astronomique, échelle de galaxies, mesure du temps à l'échelle du millionième de seconde, des horloges atomiques, mobilisation de quantité d'énergie phénoménale, donc toutes notions qui sont radicalement éloignées de notre monde quotidien, le monde que tout un chacun éprouve. Et que l'ambiguïté, c'est que l'on confond, on essaye de faire se recouper ces préoccupations fondamentales, très intéressantes, justes, à mon sens, mais qui ne se recoupent quasiment pas avec la vie quotidienne. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais justement, j'ai passé une petite partie de mon exposé à essayer de montrer comment, dans un univers où le temps, si vous voulez, n'existe pas d'une manière au niveau fondamental, si vous voulez, on arrive à reconstituer quelque chose à partir finalement de nos durées personnelles qui coïncident plus ou moins avec les nôtres, en tout cas qui, à la précision qui nous intéresse, coïncident. Et donc on réussit à reconstruire ce truc-là, cette construction qu'on appelle le temps universel. On l'appelle le temps universel. En fait, il faudrait l'appeler le temps de l'humanité. Voilà, et ça marche. Bon, de l'humanité, et non pas par exemple, mais c'est plus valable par exemple dans le système solaire. Et un moyen de s'apercevoir que ce truc-là n'est plus valable dans le système solaire, c'est le système GPS. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on utilise le système GPS? On envoie des signaux à des satellites qui ont des horloges atomiques et on fait des repérages, enfin on se repère avec ça. Eh bien, lorsque les ingénieurs de la NASA ont fait les premiers programmes de décryptage du GPS, ils avaient simplement fait l'hypothèse que lorsque, par exemple, j'envoie un signal, eh bien, le moment où j'envoie le signal correspond à un instant bien précis dans le satellite.
Ça paraît logique. C'est la conception du temps de tous les jours. Eh bien, quand on fait ça, impossible de servir le système GPS, ça ne marche pas. Il y a une dérive de plusieurs dizaines de mètres par jour. Donc, si vous voulez faire un programme qui analyse le système GPS, il faut tenir compte du fait que le temps qu'on utilise tous les jours, qui s'écoule sur Terre, ne s'écoule pas dans le satellite. L'utilisation du système GPS est incompatible avec l'hypothèse que le temps s'écoule dans le satellite qui est en orbite autour de la Terre. Il faut tenir compte du fait que le temps n'existe pas et donc faire un traitement correct. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est un truc très spécial, et puis c'est le système solaire, c'est loin. Bon, ils sont pas si loin que ça, les satellites. Ils sont, je sais pas, quelques centaines de kilomètres, pas plus. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on arrive à avoir des horloges atomiques qui sont très très précises, qui ont une précision, je crois, de 10 puissance moins 14, si ça vous dit quelque chose, c'est-à-dire à peu près pas loin du milliardième de milliardième. Bon. Quand on a deux horloges comme ça, l'une à côté de l'autre, deux horloges identiques, bon, bah, elles sont parfaitement synchronisées. Et vous pouvez les laisser des jours et des jours, vous n'aurez pas une différence plus grande qu'un milliardième de seconde. Elles sont quasiment parfaites. Eh bien, vous prenez ces deux horloges, parfaitement synchronisées, et vous en montez une d'un étage, 3 ou 4 mètres plus haut. Ça a été fait. Et vous la redescendez, eh bien, elles sont désynchronisées. Pourquoi ? Parce que l'horloge qui est en bas mesure les durées en bas, l'horloge qui est en haut mesure les durées en haut, et il est impossible d'interpréter ce qu'on observe en faisant l'expérience que le temps s'écoule, disons, à l'échelle de l'immeuble. C'est incompatible. Donc, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on s'en fiche. On n'a jamais besoin du milliardième de seconde. Donc, on a recréé une notion qu'on appelle le temps universel, qu'on ferait mieux d'appeler le temps de l'humanité, qui finalement, cette notion marche pour 3 raisons. Première raison, c'est que les uns par rapport aux autres, on ne se déplace jamais très vite. Même si je monte dans un avion supersonique, je ne vais pas atteindre plus qu'1 millionième de la vitesse de la lumière. Donc, quand je vais comparer ma durée que j'ai vécue à celle que vous avez vécue, il y aura un écart qui ne sera pas plus qu'une fraction de milliardième de seconde. Deuxième point important, nous sommes à peu près tous au même endroit. Nous sommes tous sur la Terre, et finalement, sur la Terre, ce qui compte, c'est que le champ gravitationnel ne varie pas. Donc, nous sommes tous, finalement, à l'échelle de l'univers, au même point de l'univers. Nous sommes tous un seul système physique dans l'univers. Et puis, troisième point, encore une fois, je l'ai déjà dit, on ne s'intéresse qu'à une précision limitée. Et donc, grâce à ces 3 circonstances, on a la possibilité de définir quelque chose qu'on appelle le temps. L'erreur qu'on a faite, c'est de croire que cette chose qu'on appelle le temps, on pourrait prolonger sa validité au système solaire, à la galaxie, etc., à tout l'univers, et qu'elle serait valable pour tout le monde. Et, encore une fois, même sur Terre, lorsqu'on observe par exemple des particules qui vont très vite, eh bien, on sait qu'on peut observer une particule. Il y a des particules dont on sait qu'elles vivent, par exemple, 1 millionième de seconde. On sait que dès qu'elles sont créées, ces particules se désintègrent au bout d'1 millionième de seconde. Donc, la durée de vie de ces particules, c'est 1 millionième de seconde. Eh bien, on arrive à observer des particules qui vivent 1 millionième de seconde pendant plusieurs minutes. Enfin, en tout cas, pendant, plusieurs fractions de seconde bien plus grandes que le millionième. Donc, évidemment, tant qu'on est entre nous, entre humains, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on fait des expériences un peu précises, même sur Terre, même dans nos laboratoires, eh bien ces effets-là, ils jouent. Le fait que le temps n'existe pas, il est là tout le temps. Donc... Bonsoir. J'avais une question, mais c'était sur le fonctionnement des horloges atomiques. Et vous avez répondu. Et en partie, donc en fait... Okay. Donc ce que vous mesurez quand vous utilisez une horloge atomique, ce sont donc des phénomènes qui se produisent, c'est ça ? Alors une horloge atomique, oui. Dans une horloge atomique, il y a des atomes qui vibrent d'une certaine manière. Et qu'est-ce que c'est qu'une vibration ? C'est un phénomène, ça vibre, ça veut dire qu'il y a un phénomène périodique, et donc il y a une période. Et ces périodes, c'est des durées. Donc on compte des durées
finalement, on mesure des durées. Ce que mesure une horloge atomique, c'est la durée de son histoire. Et donc, quand on a les deux horloges atomiques, eh ben, c'est exactement la situation des jumeaux de tout à l'heure. Il y a une horloge, sauf qu'au lieu que le deuxième jumeau, la deuxième horloge, voyage, on la déplace dans un endroit où le champ gravitationnel est légèrement différent. C'est à peu près le même genre d'effet. Mais donc, ça veut dire que finalement, les deux horloges ont deux histoires différentes et chaque horloge mesure la durée qui s'écoule pour elle. Et ça veut dire, encore une fois, qu'entre le moment où les horloges étaient à côté et qu'on les a séparées et le moment où on les réunit, les deux horloges ont vécu des durées différentes. Et comme chaque horloge mesure avec une précision diabolique sa propre durée, eh bien les durées sont différentes. Tout simplement, les durées de deux histoires différentes ont des valeurs différentes. Merci. Une dernière question. Justement, lorsque vous parlez de durée, vous l'associez à la mesure. Dans ce cas-là, oui, mais c'est aussi... Y a-t-il une durée limite inaccessible à la mesure? Ah, on n'en sait rien. Bonne question. C'est-à-dire, vous voulez dire très petite. Alors, si vous voulez, d'une certaine manière, le temps, comme je vous l'ai dit, et l'espace ont disparu, mais il existe une entité plus globale qui a un sens très précis, dont je n'ai pas parlé ce soir, mais qui s'appelle l'espace-temps. Et par ailleurs, depuis longtemps, on s'intéresse à la question de savoir si l'espace ou le temps sont indéfiniment divisibles. C'est-à-dire, si je peux essayer de voir des très petites distances, des très petites séparations d'un micron, d'un angstrom, d'une fraction d'angstrom, etc. Bon, et puis jusqu'ici, chaque fois qu'on a examiné de manière un peu plus puissante, on arrive à mettre en évidence des séparations comme ça. Mais est-ce que, je crois que c'est la question que vous posez, on ne va pas arriver un jour à une espèce de séparation limite, c'est-à-dire qu'il y aurait une certaine longueur telle que rien n'aurait une distance plus petite que cette longueur, une espèce de petite longueur limite. Eh bien, dans la physique d'aujourd'hui, telle qu'elle est, la réponse est non. Mais la plupart des physiciens sont persuadés que, en fait, ça existe et que dans une version future de la physique qu'on n'a pas encore trouvée et qu'on cherche, il y aura une longueur et une durée limite. C'est la même chose finalement. Et on appelle ça la longueur de Planck ou la durée de Planck. Et on sait même en gros quelle valeur ça devrait avoir, soit, je ne me rappelle jamais le chiffre, mais je crois que c'est 10 puissance moins 43 secondes, c'est-à-dire 1 milliardième, 2 milliardièmes, 2 milliardièmes, 2 milliardièmes de seconde. Bon, on en est très loin, mais du point de vue fondamental, on pense que ça existe. Alors, on le pense pour certaines raisons qui ne sont pas des raisons absolues, mais qui sont des raisons finalement parce que quand on s'intéresse à la matière, on a trouvé que c'était le cas pour la matière. C'est-à-dire la matière n'est pas infiniment divisible. À un moment donné, on tombe sur des entités ultimes qui sont ce qu'on appelle les particules élémentaires. Donc on se demande, est-ce qu'il n'y aurait pas des espèces de particules élémentaires d'espace-temps ? Et finalement, comme tout ça résulte de la vision quantique de la matière, on se demande est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une vision quantique de l'espace-temps ? Et comme l'espace-temps, dans la théorie de la relativité, se confond avec la gravitation, on se demande s'il n'y aurait pas une théorie de gravité quantique. Et il y a beaucoup de physiciens aujourd'hui, fondamentaux, et c'est aussi mon travail par exemple, qui sont à la recherche d'une théorie de gravité quantique comme ça. Et Einstein déjà, donc il y a à peu près un siècle, pensait que peut-être il y avait une théorie comme ça et qu'il faudrait essayer de la trouver. Il a commencé à essayer de la trouver. Et lui-même pensait déjà à l'époque, il l'a écrit quelque part, que si on trouvait une théorie comme ça, peut-être dans le cadre de cette théorie, on énoncerait que les propriétés de l'espace-temps à petite échelle ne sont pas continues, mais d'une certaine manière discontinues, granuleuses. On peut appeler ça comme on veut. Discrète, quelquefois on dit, en utilisant le langage des mathématiciens, discret par opposition au continu. Est-ce que dans l'intrication quantique, il n'y a pas une annulation du temps ? Bonsoir. Alors, l'intrication quantique, je pense que tout le monde n'est peut-être pas au courant de ce que c'est, mais je ne vais pas me lancer là-dedans parce que c'est quand même quelque chose, c'est peut-être le problème le plus compliqué de la physique. Néanmoins, vous avez tout à fait raison, parce qu'il y a finalement une sorte de contradiction. Et la contradiction est la suivante, c'est que la physique quantique, la mécanique quantique en tout cas, qui est
une théorie séparée de la relativité générale est formulée avec le temps, donc avec la conception newtonienne du temps. Donc elle est en contradiction avec la relativité générale. Alors vous allez me dire, comment peut-on se débrouiller avec deux théories concurrentes qui reposent sur des conceptions du monde qui sont différentes et même opposées? Et ce à quoi vous faites allusion est une manifestation de cette opposition entre les deux théories. Alors ça aussi, c'est un phénomène extrêmement troublant. On peut dire qu'il y a une crise de la physique aujourd'hui, une sorte de schizophrénie. Alors ça, j'ai écrit tout un livre là-dessus qui s'appelle « Au-delà de l'espace et du temps ». Il me semble que je l'ai vu sur la table là pour les amateurs. Mais donc, on est dans une crise, et tous les physiciens le reconnaissent aujourd'hui. Comment résoudre cette crise? En essayant d'unifier, en essayant d'harmoniser les théories de la relativité et la physique quantique. Par exemple, justement, par une théorie de gravité quantique, comme je viens de le mentionner, mais c'est une piste parmi d'autres. Mais en tout cas, vous avez raison, il y a un problème. Les physiciens sont conscients, et même très conscients de ce problème. Ils essayent, Einstein déjà avait une conscience de ce problème, ils essayent d'y répondre en cherchant une théorie fondamentale ultime, qu'on n'a pas encore trouvée, mais qu'on cherche, et voilà, ça fait partie du travail des physiciens. Et c'est très intéressant. Bonsoir. Moi, ma question, c'est peut-être plus une question philosophique physique. Vous avez parlé du fait que le libre arbitre n'existerait pas vraiment. Est-ce que ça impliquerait pas que, puisque je ne décide pas ce que je vais faire, mais que je réagis en fonction de ce qui s'est déjà passé, est-ce que ce ne serait pas la même chose pour la matière et au final pour tout l'univers? Est-ce que ça impliquerait pas qu'il y aurait un événement, une causalité première qui aurait été, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas ce que c'est, mais est-ce que ça n'aurait pas pu être fait de manière intelligente? Alors, bon, ça c'est une question qui est extrêmement débattue et c'est pas nouveau, c'est depuis toujours. Bon, alors, je ne peux donner que des éléments de réponse. Premièrement, c'est en fait l'essentiel de la question, c'est la question du déterminisme. C'est-à-dire, si, pour le dire, l'état présent du monde détermine complètement l'état futur du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune liberté. C'est-à-dire tout ce qui va se passer demain est déjà contenu en germe dans la situation du monde aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on peut prévoir, parce que si on voulait prévoir ce qui va se passer demain, qui, je répète, selon cette conception, est totalement déterminé, il faudrait connaître l'état du monde aujourd'hui dans tous ses détails. Donc c'est impossible. Par exemple, on sait très bien que le climat qui va régner demain, il dépend uniquement du climat d'aujourd'hui, et pourtant on a du mal à le prédire, parce que si on voulait prédire le climat de demain, eh bien il faudrait connaître les relevés de température à peu près partout. Or, on a des points où on relève la température, le vent, la pluie, etc., mais pas partout. Donc il nous manque des informations. Si on avait l'information complète, et si on avait les capacités de calcul, en principe, on pourrait prédire le temps de demain. Bon, il faudrait que, pour ça intéressant, il faudrait que le calcul dure moins de 24 heures, évidemment. Et c'est pas évident, vu la complexité. Mais dans le principe, c'est peut-être possible. Donc, la question est de savoir, est-ce que le monde est déterministe ou pas? Et selon la physique d'aujourd'hui, on aurait tendance à dire oui. Autrement dit, l'état du monde aujourd'hui, l'état du monde dans 1000 ans est finalement déjà totalement contenu en germe dans l'état du monde, mettons, il y a 1 million d'années ou il y a 1 milliard d'années, comme on veut. Ça, c'est l'option du déterminisme. Est-ce que la physique est déterministe? Peut-être oui, peut-être non. Et si la physique est déterministe, ça veut dire que finalement, notre cerveau fait partie du monde, et si on pense que les phénomènes de la pensée se réduisent à des phénomènes psychochimiques dans le cerveau, ça obéit aussi au déterminisme, et le libre arbitre n'est qu'une illusion. Mais ça n'empêche pas que, comme on a l'impression du libre arbitre, le libre arbitre existe si on le réduit à l'impression d'être libre. Bon, ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, la physique n'est pas déterministe. Et il y a des gens qui pensent que la physique n'est pas déterministe. C'est-à-dire qu'il existe des phénomènes qui finalement n'ont pas de cause. Alors,
c'est quelque chose qui paraît assez troublant, mais peut-être par exemple que quand on fait certaines expériences de physique quantique dont on ne sait pas prédire le résultat, peut-être que ce résultat ne dépend de rien. Peut-être, comme disait Einstein, que Dieu joue au dé. Alors Einstein était un de ceux qui refusait cette idée. Moi, personnellement, j'ai aussi tendance à la refuser, mais il y a une partie des physiciens qui disent la physique quantique est indéterministe. C'est-à-dire, non seulement on ne peut pas prévoir le résultat de telle expérience, mais le résultat de telle expérience dépend du pur hasard, ne dépend de rien d'autre. Bon, peut-être que c'est comme ça, et dans ce cas-là, il y a de l'indéterminisme, et il y a évidemment des gens qui disent notre libre arbitre pourrait venir de cet indéterminisme quantique. On ne connaît pas les réponses à ces questions. Quant à la question d'une cause première, ça veut dire que si vous pensez que le monde est déterministe, ça veut dire que ce qui se passe maintenant est complètement déterminé par ce qui se passait avant, et toujours avant, vous pouvez reculer. Mais attention, parce que finalement, d'une certaine manière, ça veut dire que si vous connaissiez parfaitement l'état du monde il y a 1000 ans, vous pourriez en déduire l'état du monde aujourd'hui. Mais ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire, si vous connaissiez l'état du monde 1000 ans dans le futur, que vous ne pouvez pas connaître bien sûr, mais vous pourriez aussi connaître. C'est-à-dire, il y a déterminisme et il y a autant rétro-déterminisme. C'est-à-dire que d'une certaine manière, tout ce qui se passe aujourd'hui est déterminé par le passé, mais on pourrait aussi bien dire que c'est déterminé par le futur. Dans la physique, ça ne fait pas de différence parce qu'il n'y a pas de différence finalement entre le futur et le passé, d'une certaine manière. Alors il y en a avec les phénomènes irréversibles, justement. Bon, ça ouvre des tas de questions, je ne peux pas les aborder toutes ce soir. Mais bon, voilà, j'ai donné une réponse au moins partielle à ce que vous mentionnez. Bonsoir et merci de votre exposé. Donc moi j'avais une question assez concrète. Lorsque j'étais enceinte, est-ce que mon bébé et moi-même, nous étions dans le même présent? Alors, je vous ai dit que la notion de présent n'existait pas. Il y a une petite exception, c'est qu'elle existe d'un point de vue tout à fait local. C'est-à-dire, pour moi, quand je parle, le présent, le fait que je parle, c'est mon présent. Bon, comme vous n'êtes pas loin de moi, disons, on ne va pas chicaner à quelques milliardièmes de seconde près. Donc, quand vous me parlez, c'est mon présent. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que quand vous parlez, la parole que vous avez prononcée, elle va mettre une certaine durée pour m'arriver. Bon, on néglige ça. Donc, on arrive à parler, je vous réponds quasiment instantanément. Donc, disons que la notion de présent entre nous fonctionne, par exemple, dans nos conversations, à la précision de temps. Mais vous savez très bien, quand vous parlez avec quelqu'un qui est très lointain sur une ligne téléphonique, bon, il y a un certain délai dans les questions-réponses. Quand on parle avec quelqu'un, quand on parle avec la sonde Phobos qui a envoyé un atterrisseur sur la comète, eh bien, on lui demande tout va bien, et puis on a la réponse 1 heure après, tout va bien. Je crois que c'est une demi-heure, le trajet. Bon, donc, si vous avez votre copain qui est sur la planète Mars, vous lui dites bonjour, j'arrive, réponds-moi tout de suite. Il répond tout de suite et vous recevez la réponse 16 minutes après. Bon, nous, c'est pas 16 minutes, c'est 16 fractions de seconde, mais peu importe. Bon, votre bébé, alors comment se passe la communication? C'est quasiment instantané puisqu'il y a vraiment un contact. Donc, je peux vous rassurer, vous avez un présent commun, peut-être pas un futur commun, je ne sais pas. Bon, alors évidemment, la notion de futur à ce moment-là prend un sens un petit peu différent du sens technique, parce que vous avez bien compris que pour parler de choses un peu techniques, la technique c'est physique, la physique c'est technique, j'ai été obligé de donner des définitions très, très rigoureuses et limitatrices de ces notions, qui sont les définitions que l'on utilise pour utiliser ces notions en physique. Évidemment, la notion de passé, présent, futur dans la vie de tous les jours, c'est un peu plus lâche, mais c'est pas de ça que je voulais parler, encore que ça corresponde assez bien. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre exposé. J'ai une petite question. La conclusion de l'expérience de pensée des deux jumeaux, c'était que l'on peut mesurer des durées, mais donc on ne peut pas dater des événements. Et je serais curieux de savoir pourquoi la conclusion pourrait
pourrait ne pas être l'inverse. C'est-à-dire, on peut dater des événements, par contre, on n'a pas de moyen de définir une durée entre ces deux événements. Dans les deux cas, la notion de temps telle qu'on l'a caractérisée s'effondre, mais je serais curieux de savoir si les deux chemins de pensée sont possibles. Bah, ce dont on s'aperçoit, c'est que les durées, on peut les mesurer. J'ai un chronomètre, je mesure une durée, ou je prends comme chronomètre les battements de mon cœur. Je fais un voyage et je compte les battements de mon cœur. Et donc je vais dire le battement de mon cœur, bah, je sais que c'est 1 seconde, quoi, grosso modo, en moyenne. Donc bah, je sais que si j'ai fait un voyage et que j'ai vécu 1 million de battements de cœur, j'aurais vécu 1 million de secondes. Et pendant que j'ai vécu 1 million de secondes, eh bien mon jumeau aura vécu 10 millions de secondes. Il aura compté 10 battements de son cœur. Bon, mais je peux utiliser une autre horloge. Je peux utiliser ma montre si j'en ai une, mais je peux par exemple dire, ben voilà, je vais partir en voyage et je vais lire des livres. Je vais lire des livres. Dès que j'en ai fini un, j'en lis un autre et je me suis calibré avant. Je sais que tous les livres que j'ai emportés, il me faut 3 heures pour lire un livre. Donc voilà, je lis 100 livres et mon jumeau, il va en lire 1000. Il a les mêmes capacités que moi. Donc voilà, je peux inventer des tas d'horloges. Je peux inventer mon rythme de sommeil, encore que c'est quand même plus... Je peux emporter des sabliers, etc. Donc je mesure des durées. Je mesure des durées, j'ai des tas de moyens de les mesurer, et ce que nous a appris la physique depuis longtemps, c'est que je mesure la durée par un sablier, par une horloge à eau, par une montre, par les battements de mon cœur, par les vibrations d'un pendule, ça c'est Galilée, eh bien je trouve toujours la même chose. Donc ça c'est comme ça que c'est établi la physique, que c'est établi la notion de durée, et ces mesures de durée, ça marche, ça a toujours un sens, c'est bien précis, et il y a un truc qui est formidable, c'est qu'on sait qu'il y a des choses qui durent toujours la même durée. Par exemple, on sait qu'il y a des atomes qui vibrent avec certaines périodes, et on sait que la période de vibration d'un atome, c'est toujours la même durée dans toutes les circonstances. C'est-à-dire, un atome, il vibre avec toujours la même période. Donc c'est une espèce de durée de référence, c'est une horloge universelle. Par exemple, dans le Soleil, il y a des atomes, et ces atomes, c'est des horloges. Et ben, c'est très bien, parce que nous, on les regarde vibrer. Tiens, c'est très intéressant. On regarde vibrer et on ne voit pas la vibration, mais on observe la vibration et on a des signaux qui nous sont envoyés, on va dire, depuis le début de la vibration jusqu'à la fin. Et ce qu'on mesure, c'est l'intervalle entre les signaux. Eh ben, on trouve que c'est pas pareil. Et pour les étoiles, c'est pas pareil non plus. Et cette différence entre la vibration réelle et la mesure qu'on fait de notre observation de la vibration, c'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge. Bon, ça c'est encore toute une histoire, mais c'est fondamental en cosmologie. Et encore une fois, si le décalage vers le rouge existe, c'est que le temps ne peut pas exister. Bon, ça serait un peu compliqué de faire cette relation-là, mais c'est la même chose. Ah, est-ce que j'ai parlé de vitesse de la lumière ? Pour les durées, non. Non, ça n'a rien à voir. La vitesse de la lumière... Mais d'ailleurs, dans la théorie de la relativité, il n'y a pas de vitesse de la lumière, finalement. Parce que, ou si vous voulez, c'est la vitesse de la lumière, ça n'est en relativité qu'un facteur de conversion. C'est-à-dire, finalement, le temps et l'espace, d'une certaine manière, en relativité, c'est la même chose. Et ça n'est que par un accident de l'histoire, bon, bien compréhensible, mais qu'on les mesure dans des unités différentes. Et maintenant, le système d'unité internationale a pris en compte ce fait-là, parce que si vous regardez la définition moderne du mètre, le mètre est défini comme la fraction 1 millionième, je ne sais plus combien, de seconde. Donc un mètre, c'est 1 seconde divisé par... C'est la même unité aujourd'hui. Ce qui veut dire que la vitesse de la lumière, c'est pas qu'on la mesure, c'est que par définition, si vous voulez, la vitesse de la lumière, c'est un facteur de conversion. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des cartes aéronautiques. Et sur les cartes aéronautiques, on voit les distances horizontales au sol, si vous voulez, en général, qui sont indiquées en kilomètres, et les altitudes qui sont indiquées en pieds. Donc on pourrait avoir l'impression que les distances verticales, c'est une certaine grandeur, et les distances horizontales, c'est une autre grandeur. Et en fait, on sait très bien que c'est toujours des distances, et le fait qu'on utilise les kilomètres et les pieds,
C'est juste historique, mais c'est la même unité. Il y a un facteur de conversion entre les deux. Un pied, c'est 0,33 mètres. Donc, il y a un facteur de conversion qui est 0,33. Ben, c'est pareil. Entre les mètres et les secondes, il y a un facteur de conversion qui est 300 000. Enfin, 300, entre les kilomètres et les secondes. Mais c'est la même chose. Un mètre et une seconde, c'est la même chose. Et la définition d'un mètre, je le répète aujourd'hui, c'est une certaine fraction fixe de la seconde. Donc, la vitesse de la lumière, ça n'existe pas. C'est un facteur de conversion entre des unités qui, jusqu'ici, pour des raisons historiques, on utilisait des unités différentes pour mesurer le temps et l'espace, alors que finalement, c'est la même chose. Bon, eh bien, bonsoir. Je pense qu'on peut... Ah, il y a encore une question ? Alors, ça sera la dernière question. Bonsoir. Je voulais revenir au déterminisme de tout à l'heure. Il y a un physicien, M. Guillemin, sur le net, qui a fait des expériences sur la synchronicité. Est-ce que la synchronicité est une causalité du futur ? Est-ce que ça a à voir avec le futur ? Vous parlez de la synchronicité au sens de Jung ? Je ne sais pas, c'est M. Guillemin qui a fait des... Pardon ? Philippe Guillemin qui a fait des expériences sur le net par rapport aux effets de la synchronicité. C'est-à-dire, dans la journée, vous avez plusieurs choses qui arrivent et qui se répètent. C'est toujours la même chose et qui, en fait, a une signification. Alors, je ne sais pas si c'est Jung, et je pense que c'est en relation avec le temps. C'est-à-dire qu'avec l'espace-temps, mais dans le futur. Là, vous m'en dites pas assez pour que je puisse vous répondre, parce que je ne connais pas. Mais bon, moi, j'ai discuté avec des Jungiens sur la notion de synchronicité que Jung introduit assez bien. Et si vous... Bon, ce que dit Jung, c'est... Bon, en le résumant d'une manière très caricaturale, c'est que ce qu'on appelle souvent les coïncidences, par exemple, je pense à un ami, juste au moment où je pense à cet ami, je le rencontre dans la rue, bon, pour moi peut-être, et pour certains d'entre vous, c'est une coïncidence, pour lui, c'est la manifestation de quelque chose de très profond qu'il appelle la synchronicité. Et donc, il y a une signification qui repose sur quelque chose de profond. Donc, c'est une manière, en tout cas, d'analyser les choses. On peut se demander... On pourrait avoir l'impression qu'on connaît à l'avance ce qui va se passer ou quelque chose comme ça. Donc je crois, oui, qu'il y a des gens qui ont essayé de l'interpréter comme une sorte de causalité à l'envers, quelque chose comme ça. Donc voilà. Bon, pour moi, non, ça n'a aucun rapport. Parce que il me semble plutôt que... Enfin, là, je parle de la synchronicité jungienne, qui, je ne sais pas si c'est celle-là à laquelle vous faites allusion, mais pour moi, c'est simplement une manière que l'on peut choisir pour interpréter les phénomènes que d'autres interpréteront comme les coïncidences, et il peut se trouver que cette manière que l'on choisit pour interpréter les phénomènes nous convient mieux et nous aide à mieux vivre, etc. C'est de la même manière que vous pouvez choisir de croire en Dieu ou de ne pas croire en Dieu, parce que vous allez vous sentir mieux si vous croyez en Dieu ou pas, mais on ne peut pas le démontrer, on peut pas... Vous voyez, pour moi, c'est de cet ordre-là. Merci Marc Lachizeré. Oui. Merci Muriel Gage. Merci beaucoup Marc.